Il y a des gens qui sont plus serrés. Ça sera donc pas très, très long. Juste voir si tout le monde est à peu près déjà arrivé. Okay, ouais, on va attendre 1 ou 2 minutes, puis on va démarrer par la suite. OK, donc on va débuter. Bienvenue donc sur les 2 modules là, sur le volet plus juridique pour la certification là, qui est donnée par votre association, donc l'Association canadienne des agences de placement. Rapidement, je me présente. Donc, Rayon Perrault, j'ai le privilège de collaborer avec l'association et différents joueurs là, qui sont des agences de placement depuis longtemps. Donc, je connais bien aussi votre réalité. Évidemment, c'est toujours le défi dans le volet virtuel, en ce sens que des fois, l'interaction est moins présente. Mais des fois, je m'ennuie des bonnes années où tout le monde se réunissait pour faire la même formation. Donc, ça partait sur plusieurs échanges. Mais bref, s'il y a quelques questions que ce soit, honnêtement, n'hésitez pas. Vous pouvez aller dans le chat, mais des fois, la joie des différents écrans, là, je ne serai peut-être pas toujours assidu. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas à ouvrir votre micro et à tout simplement intervenir. Là, ça va me faire un grand plaisir de répondre à toutes vos interrogations en lien avec les différents sujets de la journée d'aujourd'hui et de demain et plus. Vous allez voir, je fais juste un petit peu en arrière. Je commence par le module 2, parce que je comprends qu'on a 2 modules. Là, on a aujourd'hui et demain, parce que le module 2 devrait être le module 1 idéalement. Il y a une meilleure continuité, c'est plus cohérent. Je m'explique, parce que le module 2 parle beaucoup plus du volet recrutement, alors que le module 1 parle davantage de ce qui est inhérent là, ou qui encadre la relation employeur-employé. Donc, évidemment, avant de se marier, il faut se dater. Donc, idéalement, on commence par le recrutement avant la relation d'emploi. Donc, on va débuter par le module 2 qui vise davantage les pièges à éviter ou les règles à mieux connaître pour tout le volet, pardon, du processus de recrutement. Comme vous voyez aussi un peu là, à l'écran, j'ai mis quelques titres. Là, c'est pas inventé. Ce sont des choses qui ont fait l'objet des fois de manchettes, donc un peu non seulement à la blague, mais je dis aux gens, la présentation de cet après-midi vise justement idéalement à ce que vous ne vous retrouvez pas sur la une d'un journal sur l'un des différents sujets, parce que tout le monde du recrutement, souvent les gens, je vais dire, et vous allez m'entendre le dire quelques fois, mais roulent 120 km, disons, alors que la règle est de 100 km. Donc, il faut évidemment être prudent et de connaître justement les règles qui s'appliquent. Donc, le plan un peu de la journée, on va regarder de la journée d'après-midi. Je vais vous rappeler au début certains principes généraux. On va discuter un peu des règles inhérentes aussi au volet des médias sociaux, antécédents judiciaires, prise de référence en cas de crédit, bon, etc. Vous le voyez aussi à l'écran, qui sont des sujets qu'on va aborder cet après-midi. On ne devrait pas, je veux dire, on a une plage de 3 heures, là, mais habituellement, en présentiel, ça prend vraiment 3 heures en raison, je pense, d'interaction. En virtuel, souvent, c'est un peu plus rapide. Mais si, comme je vous dis, là, vous avez plusieurs questions ou échanges, il n'y a aucun problème. Là, ça sera juste très agréable d'y répondre et de prendre l'entièreté de la plage. Donc, sans plus tarder, on débute tout le volet justement donc du recrutement. Quand je disais souvent les gens roulent un peu à 120 versus 100, il y a plusieurs règles à bien saisir, à bien connaître et je m'explique. On entend souvent un des mythes que je vais appeler ou des fausses croyances que beaucoup de règles qu'on connaît en matière de relations de travail pendant l'emploi ne s'appliquent pas au recrutement. C'est faux. Comme on va voir, il y a plusieurs règles qui s'appliquent tout autant dans le processus du pré-emploi, donc du recrutement, qu'en emploi.
Bien évidemment, les recours sont plus difficiles. La commission des normes, par exemple, la CNESST, ne représentera pas un candidat ou une candidate, mais seulement un employé actif, à titre d'exemple. Donc, évidemment, il y a moins de litiges parce qu'il y a moins de recours potentiels pour des candidats, candidates, mais les règles, vous allez voir, il y a des règles très, très similaires donc à connaître. Et comme vous le voyez là, cette diapo, on va en parler plus amplement un petit peu plus tard, mais il y a des organisations qui ont parfois été condamnées à verser plus de 100 000 en raison d'un processus de recrutement erroné. Et aussi, il faut savoir que depuis quelques années, on voit aussi non seulement les organisations parfois être condamnées, mais le ou la gestionnaire impliqué, qui se retrouve également donc condamné à verser parfois des dommages personnellement en cas de négligence dans le cadre du processus. Et si vous êtes membre d'un ordre professionnel, par exemple l'ordre des conseillers en ressources humaines ou autre, il y a également un potentiel d'un volet déontologique. Juste parenthèse, mais il y a quelques années, l'ordre a ordonné à une directrice dans une organisation dans laquelle les formulaires d'embauche n'étaient pas adéquats. Donc, l'ordre des CRHE avait ordonné à ce que la personne ne soit pas impliquée dans un processus de recrutement pour une période, je crois, de mémoire à 1 an, et avait également ordonné là, de suivre formation et autres. Donc, vous voyez là, que ça peut avoir des impacts et des ramifications beaucoup plus grandes que seulement l'organisation. Euh, Beaucoup de non-dits. Pourquoi justement je souligne un peu, c'est qu'un, c'est difficile à trouver des fois je veux dire, des livres, des articles sur le volet du recrutement. C'est un milieu donc où justement les gens ils vont au meilleur avec de bonnes intentions, mais parfois justement l'encadrement est pas bien connu, donc d'où l'intérêt d'en discuter. Je vais, parce que ça va nous permettre de discuter là, plus d'avancée sur mon propos. Je vous mets à l'écran donc ce qu'on appelle les motifs de discrimination prohibés par la charte, motifs que toute personne devrait connaître, pas nécessairement uniquement dans le milieu des agences, mais dans tout domaine. Ce sont des motifs exhaustifs. Il n'y en a pas plus. Certains vont me dire que c'est suffisant, d'autres vont peut-être dire le contraire. Mais bref, donc, ce sont les motifs qui sont en vigueur et applicables à toute personne, donc les agences de placement ou tout autre employeur, et également à toute personne où on n'a pas le droit, donc, de faire des gestes ou autres qui pourraient causer de la discrimination sur les motifs que vous voyez à l'écran. Il y a 2 exceptions qu'on va voir après. Souvent, dans les règles, il y a toujours des exceptions. Mais donc, vous ne pouvez, en principe, donc, ne pas adopter, vous ne pouvez pas adopter ou prendre une position qui irait donc discriminer une personne sur les motifs que vous voyez. Et ça s'applique, et quand je dis justement un des mythes ou des fausses croyances et sur ce point, souvent les gens, des fois, vont dire, ben, en matière de recrutement, je peux faire ce que je veux, mais erreur, totalement faux. Les motifs de discrimination que vous voyez à l'écran s'appliquent tout autant en cours d'emploi. Je n'ai pas le droit de discriminer quelqu'un, par exemple, sur ses convictions politiques ou le sexe ou autre en emploi, mais c'est tout à fait vrai également dans un processus de recrutement où je n'ai pas le droit également donc de discriminer sur ces motifs, pardon. En milieu de ressources humaines ou relations de travail, je vous dirais les motifs qui vont souvent être interpellés le plus, c'est évidemment le volet handicap que vous voyez là, la colonne de droite. Handicap est perçu, pas est perçu, a été interprété, pardon, par les tribunaux comme étant non seulement quelque chose qui est apparent, donc par exemple, je suis handicapé, je porte des lunettes, mais comme quelque chose aussi qui est latent. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un pour avoir un hernie discale qu'il ne sait pas et qui n'est pas problématique. Or, il est handicapé au sens donc de la charte. Donc, très souvent, vous l'avez peut-être vécu dans vos pratiques là, respectives, où vous avez un employé qui a une invalidité ou quoi que ce soit. Évidemment, on ne peut pas le terminer juste parce qu'il est en congé de maladie pendant une durée X, Y, Z. Si on va aller vers une fin d'emploi, ben, il faudra évidemment donc démontrer qu'on a essayé de l'accommoder, etc., là, parce que sinon, ça serait vu comme étant une discrimination sur le handicap. Et l'autre, juste pour toujours illustrer un peu le propos, le volet religion également, qui peut être parfois un enjeu en matière de ressources humaines ou de relations de travail. Le volet religion, donc, un des exemples là, que je partage avec vous, puis qui est aussi qui est monté jusqu'à la Cour suprême du Canada il y a plusieurs années.
entreprise, une laiterie, donc manufacturière, où on fabrique des différents produits laitiers, en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et une personne, donc, souligne pardon, à l'organisation qu'elle ne peut travailler le dimanche en raison de l'exercice de sa religion. Et là, donc, le premier réflexe souvent des gens, c'est de dire, ben, on n'a pas le choix, vous devez travailler à tous les dimanches parce que on opère, puis nos corps sont ainsi structurés. Oups. Donc, une politique qui est à première vue tout à fait neutre et qui s'applique à tout le monde devient discriminatoire sur la base de la religion. Et donc, il faut vérifier si on peut accommoder le travailleur ou la travailleuse en raison de l'exercice de son droit à la religion. Et dans le cas auquel je réfère, le tribunal avait conclu qu'effectivement, donc, on devait l'accommoder et que ce n'était pas excessif de faire en sorte que ses collègues de travail, donc, travaillent peut-être 2 ou 3 dimanches de plus par année pour lui permettre d'exercer sa religion en toute quiétude et de ne pas travailler le dimanche. Vous allez, vous allez me dire peut-être, évidemment, de façon virtuelle, donc de façon plus silencieuse, mais souvent les gens réagissent donc en ce moment-là en disant ouais, mais c'est pas correct, c'est pas juste parce que quelqu'un qui veut juste pas travailler dimanche va être tenu de le faire, alors que quelqu'un qui veut pas travailler en raison de la religion ne sera pas tenu. Effectivement, mais pour le respect des droits et libertés de tous, justement, et des droits enchâssés dans la Charte, c'est, dans le fond, le compromis à titre de société puis de respect des droits collectifs qui a été adopté il y a très longtemps, en 82, et qui s'applique toujours aujourd'hui là, partout au pays. Donc, c'est des exemples parmi d'autres, mais ça illustre justement, donc, même en recrutement, et c'est vrai en emploi, on ne peut pas donc poser questions ou vérifier des choses en lien avec les motifs que vous voyez à l'écran. Deux exceptions. Je garde là, un peu pour le moment la diapo qui souligne là, les motifs à l'écran, parce que justement, ça va permettre peut-être d'illustrer plus facilement le propos, mais il y a deux exceptions donc qu'il faut bien connaître et bien saisir. Le plus facile, selon moi, c'est ce qu'on appelle le EPJ, exigence professionnelle justifiée. C'est quoi une EPJ? Je vous donne l'exemple suivant. J'ai le droit de poser des questions à quelqu'un, à savoir s'il parle une autre langue, dans la mesure où l'emploi le requiert. Donc, techniquement ou en principe, je n'ai pas le droit de poser des questions à quelqu'un en entrevue sur la langue, telle que vous le voyez à l'écran. La langue est un des motifs de discrimination prohibé par la charte là, à l'article 10. Donc, je ne peux pas poser de questions à quelqu'un, sauf si c'est une EPJ, une exigence professionnelle justifiée. Dans une telle situation, je vais donc avoir droit de demander à la personne si elle connaît, peu importe là, le français, l'anglais, l'espagnol, le grec ou l'italien, là, mais donc une autre langue, et le fardeau, si jamais il y avait contestation de la part de l'employé en disant vous n'aviez pas le droit de me poser de telles questions ou d'écarter ma candidature sur cette prémisse, ça sera de démontrer que non, c'était bel et bien une exigence professionnelle justifiée. Donc, il faudrait démontrer que l'emploi, effectivement, requiert, là, exige la connaissance d'une langue secondaire ou autre. Et à ce moment-là, j'ai donc le droit de discriminer sur la base de la langue. Autre exemple, des fois que je donne, puis ça reflète pardon, bien une évolution sociétale ou autre. Là. Il y a 20 ans, si on regarde les professions de policiers pompiers, c'était probablement les deux professions à 98 hommes, donc masculins. Aujourd'hui, en 2024, les pompiers sont encore, je n'ai pas les chiffres exacts, mais probablement à 95 masculin, 5 féminin. Les policiers ont à peu près, je pense, atteint, ou si ce n'est pas déjà fait, très près une certaine parité entre les sexes. C'est pas arrivé juste pour le plaisir, c'est que si on recule dans le temps, c'était des professions où il y avait des tests. Par exemple, un policier devait faire 6 pieds, bon, etc., des tests physiques. Donc, en raison justement, notamment de l'arrivée de la charte, certains de ces tests ont été contestés en disant ce n'est pas vrai, ce n'est pas une exigence professionnelle justifiée de demander, là je prends l'exemple simple, mais de dire que les policiers doivent mesurer 6 pieds. Je ne serais pas meilleur ou moins bon si vous mesurez 6 et 4 ou 5 et 7 ou peu importe. Et ce qui a fait en sorte qu'effectivement, pour la profession des policiers, beaucoup de tests ont été éliminés ou des critères de qualification sur la base qu'effectivement, ceux-ci étaient discriminatoires et aucunement une exigence professionnelle justifiée.
Ce qui n'a pas été le cas pour les pompiers. Dans l'ouest du pays, là, tout s'est rendu devant les tribunaux il y a quelques années. Et on a reconnu la légitimité de plusieurs tests, là, dont, par exemple, je ne m'en rappelle pas du poids exact, là, mais il faut monter X nombre d'étages avec, mettons, je vais dire 150 livres là, sur les épaules et autres, ce qui fait en sorte que ça écarte parfois les candidatures, donc justement de femmes, et qui explique encore aujourd'hui probablement c'est le fait que c'est une profession qui est majoritairement donc plus sexe masculin que féminin. Donc, ce sont des exemples très, très simples, je ne veux pas dire banals, là, mais qui reflètent bien le fait que l'exigence professionnelle justifiée pour discriminer sur les motifs que vous voyez à l'écran, vous devez être en mesure donc de démontrer que c'est une exigence professionnelle justifiée. Euh, Juste pour quelques exemples, je trouve une image vaut mille mots. Par exemple, si vous vouliez recruter quelqu'un, un technicien ou technicienne en radiologie pour un remplacement, ben, vous avez le droit de poser la question de savoir si la personne est enceinte, parce que c'est une exigence professionnelle justifiée, évidemment, de le savoir en raison là, des risques. Par contre, je n'ai pas le droit de poser cette question-là pour à peu près tous les autres postes là, où il n'y a pas de risque, donc ce n'est pas une exigence professionnelle justifiée. Il y a eu des débats aussi, là, vous avez peut-être vu il y a quelques années dans l'actualité, où on avait ce qu'on appelle sexualiser des postes dans des établissements de santé, où on voulait un infirmier ou une infirmière. Donc, on affichait dans la vie de poste vacant qu'on voulait un homme ou une femme. Le tout parfois, ben pas parfois, a souvent été contesté. Parfois, donc, ça fut reconnu légitime, parfois, ça fut reconnu non légitime, donc en violation de la législation. Tout le débat était, est-ce une exigence professionnelle justifiée? Donc, l'établissement devait démontrer que, par exemple, en raison de sa clientèle, des fois pour des raisons de religion ou autre, refuse d'être soigné par un homme ou une femme. Donc, d'où le fait qu'on sexualisait des postes d'aidants. Donc, ça pourrait expliquer à ce moment-là donc l'exigence professionnelle justifiée. Donc, c'est une des exceptions là, importantes justement lorsqu'il peut y avoir à première vue une discrimination sur les motifs que vous voyez. C'est une exigence professionnelle justifiée, c'est tout à fait correct. L'autre, donc, comme je vous disais, il y a deux exceptions essentiellement, donc le PJ qu'on appelle, et l'autre, c'est ce qu'on appelle l'obligation d'accommodement jusqu'à une contrainte excessive. C'est quoi l'obligation d'accommodement? Plusieurs d'entre vous avez probablement peut-être déjà une idée. Donc, c'est lorsque effectivement une politique, une décision, une approche dans quelque chose va à première vue, donc effectivement, discriminer quelqu'un sur un des motifs qu'on voit à l'écran. Vous pourrez donc quand même, par exemple, l'exemple, je vais dire, là, qui est le plus facile, c'est vous avez quelqu'un qui est à votre emploi, il est en invalidité depuis longtemps. Vous ne pouvez pas donc le terminer du jour au lendemain en disant ben, il est malade, puis je le termine parce que ça fait un an qu'il n'est pas venu travailler. Ça serait carrément une discrimination sur la notion de handicap. Donc, si vous voulez aller jusqu'à une terminaison d'emploi, parce qu'en même temps, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir devoir, devrais-je dire, le garder ad vitam aeternam. Donc, vous allez devoir démontrer que vous avez tenté de l'accommoder. Donc, on a regardé voir est-ce qu'effectivement on peut ramener, réintégrer monsieur ou madame dans un poste quelconque et est-ce qu'effectivement le faire, ça amène une contrainte excessive? C'est quoi une contrainte excessive? Là, évidemment, il y a beaucoup de débats, en ce sens que c'est propre à chaque cas. Exemple fort simple, bien évidemment, si vous avez, je reprends mon exemple que je vous donnais de la laiterie tantôt, qui avait été un cas de discrimination sur la religion, là, parce que la personne ne pouvait pas travailler les dimanches alors que tout le monde était obligé de travailler les dimanches. Bon, ben, compte tenu que la personne exerçait un droit qui est privé à la charte, c'est-à-dire la religion, l'organisation devait l'accommoder. L'accommoder signifiait peut-on donc justement faire en sorte que monsieur ou madame travaille tout en respectant sa religion sans créer une contrainte excessive? Si on avait été dans une entreprise de 5-6 travailleurs, fort probablement que le tribunal en serait venu à la conclusion qu'il s'agissait d'une contrainte excessive, parce qu'à ce moment-là, les autres travailleurs se seraient retrouvés peut-être à travailler 15, 20, 25 dimanches de plus. Là, ça devient très contraignant. Par contre, si on est dans une entreprise de 250, et ça fait en sorte que les gens vont travailler juste 2 ou 3 autres. Ce n'est donc pas une contrainte excessive. C'est très subjectif, là, évidemment, ce n'est pas des mathématiques, mais ça ne devient pas, pardon, une contrainte excessive. Et on peut donc, à ce moment-là, ben, on va devoir donc accommoder, même si ça crée des désagréments. Et d'ailleurs, il faut toujours garder à l'esprit que l'obligation d'accommodement, les tribunaux l'ont répété à maintes reprises,
c'est clair que ça entraîne un désagrément. Les tribunaux ont aujourd'hui, ce n'est pas une contrainte excessive des désagréments. Les désagréments, des fois, sont inhérents au respect des droits et libertés de chacun dans la collectivité. Mais ce n'est pas nécessairement excessif. Donc, pour être excessif, c'est soit justement que ça entraînerait des investissements très élevés pour l'organisation, soit que ça entraînerait vraiment un réaménagement majeur au niveau des opérations. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de, 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 de significatif pour conclure qu'il y a une contrainte excessive. Et je répète, mais tout ce qu'on voit là, je donne plus des exemples en emploi, mais s'applique aussi en recrutement. Je vous donne un exemple fort simple et on va le voir encore plus en détail quand on va parler des examens médicaux. Vous avez la perle rare dans le cadre de recrutement. Vous demandez à la personne de subir un examen médical conditionnel. Donc, vous faites une offre d'emploi, disons, pour les fins de l'exemple, conditionnelle au résultat de l'examen médical. Il ressort de l'examen médical que la personne a un problème de consommation. Drogue, alcool, peu importe pour les fins de l'exemple. Vous ne pourriez pas, et là, je dis, des fois, vous allez peut-être dire, il me semble, on a déjà fait ça ou j'ai déjà entendu dire que, mais vous ne pourriez pas donc dire, ben, il y a un problème de consommation, je ne l'embauche pas ou je ne le réfère pas à mon client, parce qu'agir ainsi serait donc de la discrimination sur la base d'un handicap. La personne, donc, a un handicap à première vue, c'est-à-dire un problème de consommation. Et si on veut écarter sa candidature alors qu'on l'avait retenue conditionnelle à l'examen médical, il faudra démontrer donc que l'accommoder constitue une contrainte excessive. Si, dans le fond, on pourrait tout simplement lui permettre d'aller en cure de désintox, une cure fermée ou ouverte de quelques semaines, ce n'est clairement pas une contrainte excessive. Donc, vous auriez je ne vous vois pas tous parce que je manquerais d'écran, mais apparemment, certains disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Peut-être, mais de point de vue légal, vous auriez donc l'obligation de dire à la personne qu'elle est quand même embauchée, de voir avec elle, donc de s'assurer évidemment qu'elle collabore. Là. Si elle nie tout problème, c'est autre chose. Vous pourrez écarter la candidature, mais si la personne dit oui, j'ai un problème de consommation, puis j'aimerais t'aider, vous allez avoir l'obligation de l'embaucher tout de même, de lui permettre d'aller en cure, fermée ou ouverte, et par la suite, donc, de reprendre l'emploi et de continuer à travailler au sein de votre organisation ou d'une entreprise cliente. Donc, c'est ça, même en recrutement, pardon, en pré-emploi, il faut faire attention. Et on voit d'ailleurs, on va le voir avec des exemples très concrets depuis peut-être un peu moins d'une décennie, mais depuis à peu près 5-6 ans, de plus en plus, des fois, des gens qui vont vous enregistrer lors d'entrevues. Il faut savoir évidemment qu'il est légal en principe d'enregistrer quelqu'un à son insu dans la mesure où on participe à l'échange. Donc, je n'ai pas le droit d'enregistrer, par exemple, la salle à côté de moi si je n'y suis pas, mais j'ai le droit d'enregistrer les gens à leur insu dans la salle où je suis présent et à laquelle je participe en termes d'échange. Donc, des gens parfois vont vous enregistrer lors d'entrevues. Et si vous posez une question en lien avec ce que vous voyez à l'écran, ben, en principe, donc, vous venez de commettre une violation à la loi, sous réserve de l'exigence professionnelle justifiée, là, bien évidemment. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou autres. Là, non, il n'y a rien dans le chat. Okay. Donc, je poursuis sur les autres diapos. Là. Donc, il s'agit d'une liste exhaustive, comme je vous le disais. Petite distinction, je fais juste un tout petit pas en arrière pour revenir sur cet écran. Donc, les agences de placement sont en principe de compétences provinciales. Donc, vous êtes assujettis à la Charte des droits et libertés des personnes du Québec. Si vous étiez de compétences fédérales, de juridiction fédérale, une entreprise de transport interprovincial, une banque, une entreprise de télécom, par exemple, vous seriez assujetti à ce moment-là à la loi canadienne sur les droits de la personne. Et la loi canadienne sur les droits de la personne prévoit d'autres motifs de discrimination. Donc, je trouve intéressant de le souligner parce que des fois, vous allez entendre quelqu'un dire ah, mais tu n'as pas le droit de discriminer sur la famille. C'est faux. Ben, c'est faux. Ça dépend de la compétence que vous êtes. Une agence de placement, comme je vous dis, donc dans vos réalités, vous êtes de juridiction provinciale et la famille n'est pas un motif de discrimination, comme vous voyez, alors qu'au fédéral, ça l'est. Donc, il y a quelques motifs. Aussi, il y a le service militaire qui est au niveau fédéral qu'on n'a pas au niveau provincial. Mais la famille, là, je veux dire, dans le quotidien, des fois, c'est quelque chose qui pourrait vous interpeller. Au Québec,
vous n'avez aucune obligation d'accommoder quelqu'un, par exemple, qui serait monoparental ou qu'il y a un volet au niveau du gardiennage ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un motif de discrimination au sens de la charte et vous n'avez pas donc à accommoder la personne en vertu de la charte, ce qui n'est pas le cas au fédéral. Donc, je tenais à le souligner. Là, au Québec, il y a même eu des cas où des personnes donc, qui étaient monoparentales avec 4 enfants, 5 enfants, donc arrivaient parfois même souvent en retard et on comprend avec raison si on a eu des enfants ou on en a. Euh, pardon, au Québec, donc, c'est malheureusement pour la personne, mais donc l'organisation peut intervenir par des mesures disciplinaires et peut aller jusqu'à congédier la personne pour une cause juste et suffisante et n'a pas d'obligation d'accommoder la personne, ce qui pourrait être différent au fédéral. Donc, je tenais à le souligner, mais dans le cas des agences, comme je vous dis, c'est vraiment provincial. Notion d'handicap, donc j'en ai glissé un mot. Ça peut être, comme je vous disais, physique ou psychologique, mais c'est aussi pas nécessairement quelque chose qui est présent, comme mettons une boiterie ou autre. Ça peut être quelque chose qui est latent avec la personne, mais dans la mesure où il y a une certaine anomalie, donc je vais dire physiologique ou autre, ça peut être perçu donc qui est constitué un handicap au sens de la charte. Je vous ai mis juste pour votre gouverne là, des exemples de handicap. Il y en a, j'aurais pu mettre 50 diapos, là, mais comme vous voyez, là, donc c'est très. Il y en a plusieurs qui constituent donc un handicap au sens de la charte. Et j'en ai mis, j'ai pensé deux, là, mais et deux notions, donc, comme je vous disais, l'obligation d'accommodement jusqu'à une contrainte excessive, l'EPJ, l'exigence professionnelle justifiée, qui sont deux notions hyper importantes à bien connaître et à être en mesure d'appliquer parce que, un, vous l'appliquez régulièrement en matière d'emploi, pendant l'emploi, donc dans la relation employeur-employé, mais vous devez aussi l'appliquer en pré-emploi, donc dans le contexte là, du recrutement, ou à tout le moins d'être prudent dans vos actions parce qu'il est possible que vous vous retrouvez à être en violation parfois des règles applicables. On en a parlé, donc ça s'applique évidemment en pré-emploi et en emploi. Je vous ai parlé de des exemples, c'est ça, vous pouviez donc discriminer compte tenu que ça constitue une EPJ pour certains postes. Je vous ai mis pour votre gouverne les articles de loi. Des fois, quand moi-même, moi le premier, je participe à des formations, des fois, je dis, OK, c'est bien que la personne me l'a expliqué, mais j'aimerais ça voir c'est où c'est écrit et comment c'est écrit. Une image vaut 1000 mots. Donc, je vous ai mis les articles de la charte qui s'appliquent. Là. Je n'ai pas mis la charte au complet, mais sur le principe, donc, que ça s'applique à toute phase, comme vous voyez, donc, l'article 16 là, est très large, sans faire lecture mot à mot, là, mais nul ne peut exercer de discrimination, c'est ça, embauche, apprentissage, bon durée, etc. C'est essentiellement, ben, pas essentiellement, c'est dans toutes les phases de la relation employeur-employé où on ne peut pas faire de discrimination sur les motifs discutés. Euh, on ne peut pas également, dans le cadre des formulaires étant là, les documents d'embauche par lesquels on postule, c'est la même chose. Donc, quand on voit le nul ne peut dans un formulaire, bon, entrevue, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés à l'article 10. L'article 10, c'est la diapo là, où on voyait les différents motifs protégés par la charte. Juste, j'ouvre une petite parenthèse, là, quand vous voyez, sauf si ces renseignements sont applicables, bon, pour 20, l'article 20, c'est l'EPJ. Et les programmes d'accès à l'égalité, là, je n'ai pas parlé parce que dans votre situation, c'est excessivement rare, ça va s'appliquer. C'est quoi un programme d'accès à l'égalité? Habituellement, ça va être un programme gouvernemental qui va s'appliquer dans le cadre d'une subvention à une entreprise privée ou le gouvernement lui-même. Donc, dans vos réalités, ça serait probablement si vous avez une subvention, par exemple, de l'État pour un projet X, Y, Z. Et dans le cadre de cette subvention, on vous exige donc, par exemple, d'embaucher des gens avec des caractéristiques là, A, B, C, D, E. Donc, à ce moment-là, vous avez le droit de savoir, donc, justement, est-ce que la personne s'identifie à telle catégorie. Donc, vous allez avoir le droit de poser des questions discriminatoires et même de discriminer littéralement sur la base d'une appartenance ou peu importe d'une origine. Pourquoi? Parce que c'est un programme d'accès à l'égalité. Mais en principe, là, dans, je veux dire, des relations quotidiennes d'entreprises privées, c'est pas quelque chose qui s'applique, là, donc c'est pour ça que je vais plus rapidement.
À 18.2, je vous l'ai mis ici, on va en parler un petit peu plus loin. Tout le volet de la vérification des antécédents judiciaires et autres, à savoir, avez-vous le droit de le faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Très rapidement, l'article au Québec donc souligne qu'effectivement, vous pouvez, je vais vous le lire un peu à l'inverse de la façon qui est écrit, là, mais c'est oui, vous pouvez discriminer quelqu'un sur ses antécédents judiciaires dans la mesure où il y a un lien direct, et je dis bien direct, entre la condamnation et l'emploi. Mais on en reparlera plus en détail un petit peu plus loin. Et l'article 20, c'est ça qui était l'article de ce que je vais appeler l'EPJ, là, qui fait en sorte que vous avez le droit de faire une distinction sur la base des aptitudes. Question d'entrevue, donc je vous mets un exemple très concret. Euh, J'appelle ça quand la curiosité n'est pas une excuse, mais ça illustre le propos là, quand je vous disais, donc vous n'avez pas le droit de poser une question en lien avec les motifs de discrimination protégés par la Charte, à défaut de quoi vous commettez une faute, même si vous êtes de la meilleure bonne foi, puis que vous êtes gentil, etc. Et sûrement, bon, là, en virtuel, c'est plus difficile de faire le tour, mais si on avait fait un tour de table, je suis convaincu que plusieurs auraient été capables de donner des exemples ou autres où vous participez à un processus d'entrevue, s'ajoute à la dernière minute ou 5 minutes en retard un contremaître ou peu importe, quelqu'un de l'équipe d'organisation, puis pose une question au candidat ou à la candidate, dire alors, je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais Jean Perrault, ça vient d'où ça? Ou quelque chose du genre. Avez-vous une famille ou quoi que ce soit? Même si ce sont des questions pour briser la glace, ce sont des questions qui ont la meilleure intention peut-être, ce sont des questions à proscrire et prohiber. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver évidemment avec une poursuite, mais vous violez la loi, donc vous êtes à 120 km sur l'autoroute et si effectivement quelqu'un est sur le radar, donc vous aurez une contravention. Le dossier donc de Vie en rose, très rapidement. Bon, probablement tout le monde connaît la Vie en rose, c'est une entreprise, un succès canadien dans le milieu du vêtement. Euh, Affiche un poste pour un poste de coordonnateur logistique au niveau d'une des divisions internationales. Monsieur Cardougli donc postule, il y a une entrevue et pendant l'entrevue, on va lui poser des questions sur justement, parce que le poste, entre autres, devait faire en sorte qu'il travaillerait avec certaines usines de la vie en rose qui étaient au Moyen-Orient. Et donc, on lui pose une question sur ses origines et parce qu'il y a des partenaires aussi là-bas. Donc, M. Cardougli n'a pas le poste et donc il loge une plainte à la Commission des droits de la personne, plainte un processus gratuit pour la personne. La commission va faire enquête pour le plaignant ou la plaignante, va ultimement donc aller prendre action, le cas échéant, suite à leur enquête. Et donc, dans ce dossier, M. Cardougli fait une plainte disant qu'il a été victime de discrimination sur la base de l'article 10, c'est-à-dire les motifs de discrimination, et 18.1 et 16, là, on les a regardés tantôt, là, que s'appliquent dans toute étape dans le cadre du processus. Et même dans le cadre d'une entrevue, on n'a pas le droit de poser des questions en lien avec ça. Le tribunal va donc dire que, effectivement, je vais juste mettre la prochaine, ouais. Donc, le deuxième petit point, là, c'est même une citation d'une partie de la décision du tribunal, que même si la question a été posée par simple curiosité pour casser la glace ou pour détendre l'atmosphère, bien, vous venez de commettre un impair, puis c'est une violation de la charte. Et dans le cas présent, donc, le tribunal va conclure que effectivement, monsieur ne peut pas réclamer ou obtenir le poste parce que dans le cas présent, le tribunal est d'avis que effectivement, Vie en rose a écarté la candidature de M. Cardougli, vraiment pas en raison justement d'origine ou autre, là, ça n'a rien à voir. La Vie en rose, justement, je pense, avait au niveau de sa main-d'œuvre à peu près plus que de 200 diverses origines. Donc, ça n'avait rien à voir avec cette situation. Mais qu'effectivement, le fait d'avoir posé la question constituait une violation des droits de M. Cardougli et par conséquent, donc, on a condamné le tribunal à verser. On est au Québec et non aux États-Unis. Aux États-Unis, il y aurait eu 3-0 additionnels probablement, mais néanmoins, donc, on a condamné l'organisation à verser 5 000 en dommages à M. Cardougli. Et évidemment, vous pouvez imaginer le temps, l'argent, l'énergie, évidemment, investie là, dans un procès qui peut durer quelques jours ou autre, plus tout le processus d'enquête. Tout simplement parce qu'on avait posé la question, sûrement peut-être d'une très grande bonne foi, mais à M. Cardougli sur quelles étaient ses origines. Donc, d'être très,
très prudent dans le cadre d'un processus là, d'entrevue. Je vous ai mis à l'écran d'ailleurs, puis après on pourra le partager via probablement Access. Là, je pourrais vous envoyer la présentation aussi. Euh, des exemples de questions, je trouve que honnêtement, c'est bien fait. Ça illustre, si jamais, en tout cas, vous voulez coacher ou former vos gens à l'interne, des fois qui participent à des entrevues ou autres. Euh, mais donc, le motif de discrimination en lien avec la question. Donc, par exemple, si vous posez à quelqu'un s'il y a des enfants, c'est une question discriminatoire là, sur la base de l'état civil, avec déjà souffert d'épuisement, bon, etc. C'est évidemment des discriminations sur handicap et autres. Donc, bref, vous n'avez pas le droit donc de poser ces questions verbalement ou par écrit aux gens dans le cadre d'un processus d'entrevue, sous réserve, encore une fois, je le répète, sous réserve de l'exception, par contre, de l'EPJ. Donc, j'ai le droit de savoir, par exemple, est-ce que vous avez, mettons, si l'emploi requiert que la personne lève, je ne sais pas quoi, mais des 50 livres souvent, je vais avoir le droit de poser des questions en lien avec son état de santé au niveau de sa capacité physique. Pourquoi? Parce que c'est une question à la base qui serait discriminatoire sur le handicap, mais ça devient une exigence professionnelle justifiée, donc j'ai le droit de poser ces questions. Même chose sur la langue. Je vais avoir le droit de poser également cette question-là dans la mesure et uniquement si effectivement c'est pertinent pour l'emploi. Donc, c'est ça, l'exemple à l'écran, c'est l'EPG est exclu là, parce qu'il y a des questions là-dedans que vous avez dans certaines situations le droit de poser. Mais ça illustre l'importance de bien préparer une entrevue. Ça, pas de, juste regarder. OK, non, tout est très clair, excellent. Euh, donc, médias sociaux, ça met un peu, je veux dire, ça ferme tout le volet des principes généraux, mais qui sont des principes qui découlent de la charte. Et évidemment, c'est la loi ultime qui s'applique en tout temps au Québec et dans toutes vos actions, même s'il y avait un document, un contrat ou autre, que vous écriviez avec quelqu'un, puis la personne signait comme quoi qu'il n'y avait pas de problème à ce que vous lui posiez des questions en lien avec ça, votre contrat n'aurait aucune valeur. C'est des dispositions d'ordre public et vous êtes tenu donc de les respecter. Mais médias sociaux, ouais, juste avant, c'est vrai, je vais faire juste un petit pas en arrière. Toujours sur le volet entrevue, évidemment, donc, juste toujours aux gens, bien préparer les entrevues, hein, c'est un must. Donc, de ne pas arriver avec une minute de préparation, mais avant de rencontrer un candidat, idéalement d'avoir un canevas de questions. Ça vous évite de faire un faux pas qui, des fois, n'est pas fait de mauvaise foi, mais même si vous êtes de bonne foi, vous pouvez vous retrouver, évidemment, avec des sanctions en commettant de faute. Et de toujours garder aussi à l'esprit que dans ce siècle, il est possible que vous êtes enregistré à votre insu dans le cadre d'une entrevue. Donc, prudence et de mise. Médias sociaux, je voulais glisser quelques mots parce que c'est parfois des interrogations des gens en ce sens de dire est-ce qu'on a le droit d'aller vérifier le volet des médias sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser, oui ou non? Donc, je trouvais intéressant là, d'en glisser un mot. Rapidement, donc, sur le volet médias sociaux, plusieurs études là, faites par différentes boîtes illustrent que les recruteurs dont vous faites partie en grande majorité utilisent les médias sociaux pour obtenir des informations sur les candidats ou candidates. Euh, et d'emblée, même dans le cadre d'études, donc c'est probablement plus que ça, mais même dans le cadre de sondages, il y en a quand même à peu près 25 qui admettent qu'effectivement, ils ont écarté des candidatures sur la base des informations trouvées sur les médias sociaux. Évidemment, il faut être prudent. Là, des fois, la fiabilité n'est pas toujours présente, mais les gens, je pense pas que ce 25 a dit aux candidats, candidates, on écarte votre candidature parce qu'on a vu des photos ou parce qu'on a vu des commentaires. Ça serait en tout cas très, très courageux. Puis vous n'avez pas une telle obligation, donc vous avez probablement plus opté sur la chimie ou le feeling de l'entrevue fait en sorte que vous avez écarté la candidature. Mais d'emblée, quand même, c'est un nombre important. Et les raisons les invoquées par les gens qui sont sondés en ordre, là, c'est ça, sur la base de photos inappropriées, sur la base que ça venait des photos souvent, là, qu'on voyait que la personne pouvait avoir consommé ou était vraiment hangover solide. Ou ça m'a toujours fait rire, là, faible aptitude de communication. On conviendra tous que l'alphabet des médias sociaux est un peu différent que l'alphabet normal. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les faibles habitudes de communication. Là,
c'est rare que j'ai vu de la grande prose sur les plateformes et autres qu'on retrouve sur le web. Je mets commentaire d'un ancien président célèbre, mais je trouve par contre ça reflète bien l'importance du volet médias sociaux. C'était probablement stagé parce que ça l'est souvent en politique. Mais bref, suite à l'arrivée d'Obama, dans une école, je crois de mémoire, c'était primaire, un des élèves lui avait posé la question en disant, Monsieur le Président, si vous aviez une recommandation à faire à quelqu'un, un jeune, quelle serait-elle pour son futur? Et sa réponse, une traduction, là, mais ce que vous voyez à l'écran, ou essentiellement, là, je paraphrase, mais c'est-à-dire faites attention à ce que vous mettez sur le web parce que dans le fond, ça va vous suivre probablement toute votre vie, contrairement à là, 30 ans ou 40 ans, peu importe, où il y avait les souvenirs disparaissaient. Euh, donc, je vous liste des exemples. J'aurais pu, en pré-emploi, évidemment, il n'y a pas eu de situation parce que il y a pas, si on écarte la candidature de quelqu'un, en tout cas, à ce jour, on n'a jamais vu quelqu'un pour une organisation dire à un candidat ou candidate, j'écarte votre candidature parce que j'ai vu sur Facebook, sur Instagram ou peu importe, sur un Spotted ou autre, telle chose. Donc, il n'y a pas eu d'action. Mais en emploi, je veux dire, on aurait pu en parler pendant 3 heures. Là. Il y a des centaines de décisions de rendues dans plein de contextes. Donc, ce qui se retrouve sur le web, effectivement, c'est une information publique. La position nettement majoritaire, sans dire unanime, là, mais très majoritaire des tribunaux, c'est que les informations qui se retrouvent sur le web sont totalement publiques. Et donc, la personne visée n'a pas d'expectative de vie privée. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser. Évidemment, est-ce que c'est fiable ou pas? Là, ça, c'est un autre débat. Mais parce que des fois, j'entends des gens dire hey, c'est mon Facebook, vous n'avez pas d'affaire à utiliser les infos. Ce n'est pas votre Facebook, parce que quand vous avez accepté de créer votre profil, vous n'avez jamais lu le contrat de 100 pages, ça doit. Mais il n'y a rien qui vous appartient. Vous avez juste cliqué OK, submit, puis c'est tout. Et deux, l'information qui se retrouve sur le web, vous ne la contrôlez pas. Même si vous mettez des paramètres de sécurité, les gens en moyenne, 300 amis, ces 300 amis-là peuvent reprendre vos infos, les copier, les coller ailleurs, les partager, etc. Donc, la position, comme je disais, essentiellement, dans le principe des tribunaux, et que les informations qui se retrouvent sur le web sont publiques. Donc, oui, vous pouvez les consulter. En pré-emploi, comme je vous dis, évidemment, on peut les utiliser, mais quand même avec une certaine retenue, je pense, juste pour du bon jugement et de la saine administration. Et en emploi, là, même si on était plus dans la portion recrutement aujourd'hui, je mets juste quelques exemples de comment ça peut, vous pouvez l'utiliser. Comme je vous disais, en emploi tout court, il y a des cas, là, il y en a, je veux dire, un chauffeur de la STM qui disait qu'il n'était pas capable de chauffer l'autobus en raison d'un problème à son poignet, si ma mémoire est bonne, a été congédié parce qu'on aurait été capable de démontrer par le web que monsieur faisait des triathlons. Il était très fier de ses résultats, il affichait ses résultats, il mettait des vidéos, etc. Mais parallèlement, il disait qu'il n'était pas capable de venir conduire un autobus, donc il a été congédié, le congédiement a été confirmé. Des gens qui ont mis des vidéos sur différentes plateformes, YouTube ou autres, de eux en train de chanter une petite chanson avec une guitare pour dire mon boss, c'est un. Je vous fais grâce des mots. Et donc, on met la main sur la vidéo, congédiement, raison, manque de loyauté, propos abusifs, etc. Encore une fois, on s'est retrouvé avec des congédiements ou des suspensions de plusieurs mois. Donc, honnêtement, les situations sont, je veux dire, on pourrait faire un livre d'anecdotes, là, et des gens diraient, ben non, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Un dernier exemple avant de sauter dans ceux qui sont à l'écran, là, mais il y avait Sucre l'Antique, il y a quelques années, un individu, un individu, ils se sont fait voler un équipement technologique et donc n'ont pas réussi initialement à trouver c'était qui. Or, un collègue de travail est allé voir la direction pour dire, vous devriez y aller voir sur YouTube, genre, parce que Richard, c'est un lutteur amateur, puis je pense que c'est lui qui l'a volé, vous allez le voir dans la vidéo. Et quand on allait sur la vidéo de monsieur où il montrait ses grandes prouesses, ben effectivement, dans le cadre des captations d'images, on voyait l'équipement qui avait été volé. Et monsieur a été congédié sur son propre vidéo qu'il a mis sur le web, dans lequel on voyait effectivement l'équipement qui avait été volé. Donc, c'est ça, des situations, il y en a une panoplie. L'exemple, donc, à l'écran, c'est M. Ricci, sûrement un employé du mois, en ce sens qu'il est embauché comme préposé au sein d'une résidence là,
voyons, qui prenait soin de gens qui avaient une déficience intellectuelle ou des limitations physiques. Et monsieur a travaillé 2 quarts de travail, même pas, il n'a pas complété le deuxième, donc un quart de 8 heures, puis un quart d'à peu près 5-6 heures. Il a été congédié. Et après, monsieur est allé écrire sur le Spotted cette île. Je vous fais grâce, là, vous pourrez lire certains passages, mais on reconnaît la grande prose des médias sociaux. Et bref, monsieur s'est vidé le cœur. Je ne sais pas s'il avait pris un verre de trop ou si ça faisait partie de son vocabulaire quotidien, mais laissez même sous-entendre que cette résidence peut-être violentait ou maltraitait les gens. Donc, il y a même eu une enquête par la suite du gouvernement de la résidence. Finalement, ils ont été blanchis sur toute la ligne. Il n'y avait aucun reproche. Et face à cette situation qui était effectivement épouvantable, puis des inconvénients que cela avait causé, ils ont donc poursuivi M. Ricci en disant qu'il avait diffamé à leur égard. Et ils ont gagné 17 500 en dommages. C'est pas encore une fois énorme, mais quand même, on s'approche de 20 000 pour quelqu'un qui était préposé à peut-être 20 de taux horaire. Là. Donc, c'est une solide leçon. Et on le voit de telles situations là, de plus en plus où il va y avoir des actions prises. Et d'où le fait que vous devriez faire, particulièrement les agences, parce que des fois, ça peut arriver dans votre gestion du personnel et ça peut arriver aussi avec vos gens dans le cadre d'entrevues, mais j'appelle ça de faire une vigie. Moi, il y a 20 ans, c'était une revue de presse, mais de faire une vigie web, de regarder ce qui se dit sur vous, sur par exemple les Glassdoor, les Rate My Employer, le Facebook des fois du candidat ou candidate ou de l'employé, là, que ça s'est mal terminé, puis on a un feeling. Les gens écrivent à peu près n'importe quoi sur le web. Or, ils en sont responsables et imputables. Et des fois, ça va vous permettre donc de prendre action. Autre exemple, une autre leçon de vie, je vais dire. Donc, bref, une entreprise, Mme Walker, donc, travaille pour une organisation dans le milieu technologique. Et elle n'est pas congédiée, elle est licenciée à la base. C'est une réorganisation qui entraîne une coupure de son poste, tout simplement. Et donc, elle est, comme on dit en bon québécois, elle est packagée. Là, elle reçoit une indemnité de délai de congé et elle signe une quittance. Donc, la fin d'emploi se déroule très, très bien. Elle n'est sûrement pas heureuse et donc va aller écrire, malgré qu'elle a signé une quittance en bonne et due forme où elle a reçu de l'argent, puis elle a renoncé à tout recours, puis qu'elle s'engage à garder la confidentialité. Elle va aller écrire sur Rate My Employer certains commentaires inappropriés, dont celui que vous voyez à l'écran, où elle laisse sous-entendre, puis l'employeur est très bien identifié, que l'atmosphère n'est pas bon, etc. Euh, Évidemment, elle n'écrit pas son nom, mais en même temps, elle était honnête. Ça doit, Mme Walker, quand l'organisation va lui envoyer une mise en demeure face aux propos qu'elle a écrits, elle ne les niera pas. Elle va dire que oui, c'est elle qui les a écrits, mais voici pourquoi ou comment je les ai écrits. Parce que ça les avait niés, évidemment, ça aurait été plus difficile de démontrer que c'était elle. Parce que si vous êtes déjà allé, ou sinon je vous invite à y aller sur ces sites, vous êtes sûrement là. Quand je dis vous, peut-être pas vous personnel, mais l'organisation. Et les gens donc écrivent différents commentaires, mais habituellement ils s'appellent Anonymous ou de Cat, de Dog ou peu importe. Et donc de savoir qui s'est caché derrière, bonne chance, ça va être très, très difficile. Les sites, d'ailleurs, dans leur questions là, fréquentes, là, les FAQ, où ils ne s'en cachent pas en disant ça, ils disent si vous nous demandez qui est derrière tel commentaire, vous ne le saurez jamais. Évidemment, pas leur crédibilité, mais bref, ça fait partie de leur publicité puis de leur site, là, donc de garder l'anonymat des gens. Donc, l'ex-employeur de Mme Walker l'a poursuivi en disant qu'elle avait manqué à son obligation de loyauté, qu'elle avait donc diffamé à leur égard. Et je vais rapidement à la conclusion. Le juge, je vous ai mis des extraits, là, mais le juge va être sensible au fait que il va reconnaître que madame a commis une faute, il n'y a aucun doute. Elle est donc responsable de dommages et devra payer des dommages. Par contre, il va évidemment souligner que la tenue d'un procès qui s'est déroulé sur plusieurs jours, que c'est une dame qui gagnait 45 500, donc un procès de quelques jours. Évidemment, c'est des frais d'avocat. Des fois, je dis un peu à la blague, mais que c'est un investissement, mais ça va vite. Donc, c'est sûr que ce fut des coûts importants pour madame. Donc, il va la condamner à verser 11 000 ce qui n'est pas si élevé,
Mais quand même, pour quelqu'un qui gagnait 47 000 bruts, payer 11 000 net, c'est énorme, plus tous les frais inhérents au procès et autres. Donc, c'est un autre exemple, mais qui illustre qu'il faut faire attention à ce qu'on dit ou écrit sur le volet du web. Juste ici, donc, un peu quoi retenir, là, peut-être sur le volet web. Ben, évidemment, ce qui est, je dis pas Facebook, là, mais ou toute autre page, il y a pas, ce n'est pas une information privée, donc oui, vous pouvez l'utiliser. Euh, quand je joue à l'utilisation des médias sociaux en dehors des heures de travail, peut aussi constituer une forme de harcèlement. Évidemment, c'est davantage vrai dans la relation employeur-employé, mais un de vos employés qui écrirait des choses inappropriées mettons, Facebook ou peu importe, à l'égard de d'autres collègues de travail, il pourrait y avoir, à un moment donné, par exemple, une plainte de harcèlement, puis vous allez devoir intervenir. En matière des fois de médias sociaux ou de web, on suggère aux organisations souvent d'adopter une politique là, pour encadrer l'utilisation, peut rappeler un peu les bons comportements. Et j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est souvent un outil intéressant à avoir dans vos coffres, là, à tout le moins, en tout cas si vous gérez du personnel. Quand j'écris le bon départ d'un employé, sauvegarde du poste de travail, ça devrait être fait systématiquement quand quelqu'un quitte et qui utilise un ordinateur, de ne pas reformater le tout, mais de garder un backup de l'ordinateur parce que si jamais dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, on a des doutes sur des événements qui sont survenus, on pourra le consulter. Puis souvent, tout laisse une empreinte informatique. Et je vous ai mis 2 congédiements en souligné gras. C'est quoi ça, 2 congédiements? J'aurais pu mettre 3 ou 4 ou 5. C'est que si jamais dans l'hypothèse où vous avez congédié un employé, on est quoi aujourd'hui? On est le 31, donc le 31 janvier, puis que le 6 février, il écrit sur le web que vous êtes la pire organisation sur la planète Terre, puis que personne ne devait aller travailler chez vous, puis bon, il se vide le cœur après soit ça ou après une bouteille de vin ou de bière ou quelques bouteilles. Euh, vous pouvez intervenir et vous pouvez recongédier la personne. Et là, des fois, ces gens me disent, OK, mais comment on fait ça? Recongédier quelqu'un qui est congédié. Aussi simple que la première fois. Donc, dans le fond, on envoie une lettre à la personne où on va souligner effectivement donc les événements qui sont survenus sont totalement injustifiés et inappropriés, que la personne a déjà été congédiée une fois et que si jamais elle contestait son premier congédiement avec succès, ben, sachez, monsieur ou madame, la personne qui est visée, que vous êtes congédié à nouveau. Et c'est hyper important de le faire parce que des fois, justement, les organisations ont le réflexe de dire, ben, je ne peux pas recongédier quelqu'un, il est déjà congédié, donc on ne fait rien. La personne conteste et si jamais dans un an, elle gagne son dossier, elle sera réintégrée chez vous avec plein de compensations. Alors que si vous l'aviez recongédié, ben, elle pourrait gagner son premier, mais perdre son deuxième congédiement, donc elle ne reviendra jamais chez vous. Et c'est donc fort utile. Et je vous donne un exemple de double congédiement. Des fois, une image vaut 1000 mots. Évidemment, donc, l'utilité, c'est qu'on se donne plus de chance si jamais il y a une plainte ou des recours. Et des fois, le deuxième congédiement est encore plus solide que le premier parce que là, la personne a fait volontairement une faute en envoyant promener quelqu'un ou en écrivant des propos. Et je vous donne un exemple qui a été à peu près un des premiers cas où ce fut invoqué. C'était l'affaire Société canadienne des postes. Monsieur Leblanc est congédié, donc, et au moment du congédiement, il se désorganise, lance sa chaise vers les 2 gestionnaires qu'il rencontre. Et vous pouvez imaginer évidemment que les propos n'étaient pas ce qu'il y avait de plus beau, là, les traite un peu de tous les noms. Donc, l'organisation a l'excellent réflexe de dire c'est inacceptable ce qui vient de se passer. Retourne une lettre à M. Leblanc, dit écoutez, M. Leblanc, vous avez été congédié le 31 janvier à 13 heures. À 13h02, là, vous nous avez envoyé une chaise, vous nous avez traité de tous les noms. Ben, on vous annonce qu'on vous recongédie pour ces événements. Si jamais, donc, vous gagnez le premier, ben, le deuxième devient effectif. Puis si vous perdez le premier, ben, évidemment, la deuxième lettre devient inutile. Et M. Leblanc et son syndicat vont contester les deux devant le tribunal. Et le tribunal va accueillir le premier grief, donc va dire que le congédiement initial, il est cassé, il est infirmé, c'est insuffisant, donc il n'y avait pas de motif de congédier M. Leblanc, donc M. est réintégré, mais le deuxième congédiement, c'est-à-dire sur les événements survenus, ça, c'est inacceptable ce qu'il a fait. Il aurait pu blesser des gens, c'était délibéré. Donc,
monsieur est congédié, le deuxième congédiement et la plainte est rejetée et monsieur, donc, ne reviendra jamais parce que le deuxième congédiement était effectivement valable. Donc, c'est vraiment un exemple flagrant que si on n'avait pas fait le deuxième congédiement en se disant, ben là, je ne peux pas le recongédier, il est congédié, ben, M. Leblanc aurait été réintégré avec pleine compensation, travaillerait peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, là, ça fait quand même longtemps, mais serait peut-être encore avec la Société des Postes parce qu'on a eu le réflexe de dire ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Donc, le congédiement a été retenu, pas le premier, mais le deuxième. Et au fil des années, j'ai vu, ça peut être, vous avez congédié quelqu'un, vous le croisez à l'épicerie ou à l'installation des pneus d'hiver ou d'été, puis il vous traite de tous les noms en disant que vous êtes un ci, une ça, etc. Il n'y a aucune raison de laisser passer ça. Si évidemment, il est toujours dans ces délais là, pour faire des recours, donc on renvoie une lettre non seulement pour dire que c'est inacceptable ce qui s'est passé, mais pour souligner que la personne est à nouveau congédiée. Ça peut être 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de. Et ce qui va faire en sorte que probablement soit la CNSST, s'il est non syndiqué puis il a fait une plainte, ou soit le syndicat, donc par grief ou autre, va peut-être même tout simplement fermer le dossier en disant à la personne, écoutez, ça fait 2 fois, vous êtes congédié ou 3 fois. On va peut-être en gagner un, mais on ne gagnera pas les deux ou on ne gagnera pas les trois. Donc, ça vous donne des excellents outils pour justement pour agir et, euh, essayer de fermer le dossier là, à faible coût ou sans coût. Donc, outils à avoir dans votre coffre. Question, c'est toujours surpris comment je suis clair en virtuel versus présentiel. Donc, antécédent judiciaire. Euh, la, très rapidement, là, donc je vous ai remis l'article 18.2. Les antécédents, donc, c'est-à-dire de vérifier le plumitif. Pour ceux là, que je pense probablement la totalité ou plusieurs d'entre vous là, connaissez le tout. Au Québec, on est en plus très privilégié parce que dans les autres provinces, c'est souvent très difficile à vérifier, à savoir si une personne a des antécédents. Au Québec, il y a très, très longtemps, le tout a été essentiellement consolidé par SOCIJ, la Société québécoise d'information juridique. Et vous pouvez donc vérifier vous-même ou par des firmes là, qui se spécialisent sur la chose les antécédents judiciaires de toute personne. Si vous le faites par le web ou par une firme, il y a des coûts qui ne sont pas élevés, mais il y a des coûts à l'utilisation des banques de données. Ou, ça serait un peu intense, là, une agence, là, mais vous pourriez sinon le faire sans frais en allant dans les palais de justice. Dans tous les palais de justice du Québec, il y a une série d'ordinateurs à l'entrée habituellement qui peuvent être consultés et vous pouvez à ce moment-là vérifier le tout sans frais. Il n'y a pas de frais. Vous allez à l'ordinateur, vous rentrez le nom, prénom de la personne et la date de naissance idéalement. Parce que si vous n'avez pas la date de naissance, si la personne s'appelle un nom plus familier, évidemment, il va en sortir 100, 200, vous ne saurez pas lequel. Avec la date de naissance, ça va circonscrire le tout. Et vous savez, ça n'a pas une fiabilité de 100 mais vous allez avoir probablement à peut-être 90 donc à savoir si la personne a des antécédents, donc des condamnations, ben, a eu des accusations même, et vous allez savoir si le tout a été accueilli, condamné, pardon, ou acquitté. Juste très pratique, le point à souligner, et c'est la raison pour laquelle souvent des boîtes utilisent des firmes qui font les vérifications, c'est que si vous rentrez, mettons, on ferait une vérification live de quelqu'un, puis on trouvait, oui, une condamnation en 1987, sur le plumitif criminel, ce que ça va sortir, c'est condamné, mettons, en vertu de l'article 332. Le X, c'est que si vous allez sur Google ou peu importe, puis vous allez voir code criminel, vous allez trouver le code criminel d'aujourd'hui. Or, le plumitif, lui, quand il marque condamné à vertu de l'article 332, c'est l'année de la condamnation. Donc, l'article 332 du code criminel en 1987, par exemple, c'est peut-être rendu l'article 416 aujourd'hui. Donc, il faut vous assurer, idéalement, il faut que vous ayez une table de concordance qu'on appelle, si vous le faites vous-même, pour savoir, pour être capable de dire, OK, en 1987, tel article, c'est quoi aujourd'hui l'article? Et là, ben, vous pouvez effectivement le valider vous-même, puis vous allez savoir c'était quoi la nature de l'infraction à l'époque pour laquelle la personne a été accusée et ou acquittée ou condamnée. Euh, Donc, vous avez le droit oui, de vérifier pardon, les antécédents judiciaires au Québec. D'ailleurs, non seulement vous avez le droit, mais la charte vous permet de congédier ou de refuser d'embaucher, donc même à l'embauche, une personne si elle a des antécédents. Il y a certaines conditions qu'on va voir, mais donc elle vous le permet.
Évidemment, en principe, je pense que vous vous seriez tous d'accord, c'est assez rare qu'on va dire à quelqu'un d'emblée qu'il n'est pas embauché en raison de ses antécédents. Souvent, ça va être pour une multitude de facteurs, donc on ne précisera pas vraiment que c'est uniquement en raison des antécédents. Si on le fait, si jamais on prenait une telle décision, c'est-à-dire de dire à une personne qu'elle n'est pas embauchée ou qu'elle est congédiée, là, mais restons plus dans le cadre du recrutement, qu'elle n'est pas embauchée en raison de ses antécédents judiciaires, à ce moment-là, vous avez l'obligation, si jamais la personne se plaignait, de démontrer qu'il y a un lien direct, et quand je dis direct, c'est majuscule, gras, triple souligné, entre la condamnation et l'emploi. Je m'explique. Quelqu'un, par exemple, qui aurait été condamné il y a 8 ans, mettons, pour, je ne sais pas, consommation de stupéfiants, il n'y a pas de lien, là, je vous le dis, entre ça puis travailler, par exemple, dans une manufacture ou autre. Vous ne pourriez pas dire, vu que vous avez été condamné pour consommation de stupéfiants il y a 8 ans, je refuse de vous embaucher. Ça serait violer l'article 18.2 qui dit que je ne peux pas refuser d'embaucher, sauf si l'infraction, effectivement, là, a un lien avec l'emploi. Je vous ai mis, juste pour illustrer le propos, quelques exemples. Encore une fois, on n'aurait pas à sortir le genre 80, mais vous allez voir que malheureusement, ce ne sont pas des mathématiques. Donc, des fois, on se dit, ouais, ça n'a pas de sens. Ça dépend beaucoup des valeurs intrinsèques du juge ou de la juge qui a entendu le dossier puis qui a conclu que lui, à ses yeux, ça avait un lien direct ou parfois pas. Donc, exemple de lien reconnu, là, donc ça, c'est-à-dire qu'on a soit congédié, soit refusé d'embaucher quelqu'un. Donc, ça a été reconnu comme étant effectivement un motif suffisant. Donc, vous avez une enseignante en coiffure, elle a des accusations reliées au trafic de stupéfiants. On a reconnu qu'effectivement, on pouvait ne pas embaucher ou congédier la personne. Pourquoi le lien entre coiffeur et le trafic de stupéfiants, c'est beaucoup plus entre le lien de l'enseignement, donc le monde scolaire, et le monde du trafic de stupéfiants. Là, donc, on trouvait ça incompatible. Premier répondant et condamnation pour agression sexuelle, là, avec raison. Là, je pense qu'on a dit donc qu'effectivement, il y avait un lien direct parce que la personne est premier répondant. Ce n'était pas nécessairement le volet pompier, mais beaucoup premier répondant quand on lit le jugement qui a justifié le tout. Préposé aux bénéficiaires qui avait été condamné, pas chez l'employeur, là, quand en plus je parle d'antécédents avant, là, mais d'accusation de vol et fraude, on a reconnu qu'il y avait un lien. Préposé à l'entretien ménager, qui avait un tout petit dossier, condamnation de trafic de drogue, incendie criminel, introduction par infraction, puis extorsion. Il y avait ces différentes accusations. Et encore une fois, donc, on a vu qu'il y avait un lien direct. Par contre, voici des exemples où on a vu qu'il n'y avait pas de lien direct. J'aurais été curieux de faire un sondage. Là, mettons, on aurait bien pu trouver une façon de le faire là, en online, mais je suis convaincu qu'on ne serait pas tous arrivés à la même conclusion. Mais donc, un concierge au sein d'une commission scolaire, il a tout un dossier quand même. Là. Entrave à un agent de la paix, introduction par infraction. Il y a eu 3 condamnations de voies de fait. Il a été condamné pour proférer des menaces de mort, des lésions corporelles, puis il a aussi été condamné pour possession illégale d'armes à feu. On a conclu qu'il n'y avait pas de lien direct avec l'emploi et donc qu'on devait le maintenir à l'emploi ou l'embaucher comme concierge, puis qu'il n'y avait pas de lien direct entre son dossier et sa fonction. On pourrait en discuter longtemps. Enseignant homicide involontaire, commission scolaire de Montréal, ça, c'était pendant l'emploi, mais c'est la même règle. L'individu a été embauché pour enseigner aux adultes, je tiens à le souligner parce que ce fut considéré par le tribunal. Il quitte en invalidité, l'employeur le fait expertiser pour connaître son état de santé, là, un droit légitime. Et il ressort de l'examen médical que monsieur a été condamné pour homicide involontaire sur sa conjointe, il l'a tué. Euh, donc, on le congédie en disant, écoutez, un enseignant ne peut pas, ça n'a pas de sens. Monsieur va gagner. On va dire que le fait qu'il enseigne aux adultes, puis le fait qu'il était meurtrier au 2e degré, il n'y a pas de lien direct. Ça, on pourrait en parler longtemps, mais donc on conclut qu'il n'y a pas de lien suffisamment direct. Et je vous ai mis d'autres exemples. Là, employé d'entrepôt accusé de bois de méfait, on n'a pas vu de lien non plus. Animateur de pastoral dans un centre de détention qui avait déjà aussi un casier, on n'a pas vu de lien non plus suffisamment direct. Donc, il faut vraiment
J'en ai mis d'autres, là, je ne les fais pas tous. Il faut vraiment, donc, si on veut écarter la candidature de quelqu'un sur la base uniquement et strictement de ses antécédents judiciaires, de s'assurer qu'il y a un lien direct entre la condamnation et l'emploi. Et c'est vrai pendant l'emploi et c'est vrai au moment du recrutement. Une fois que j'ai dit évidemment ça, par contre, ça vaut la peine, par exemple, de faire la vérification des antécédents judiciaires. C'est simple, c'est facile. On a un système, honnêtement, on est vraiment privilégié d'avoir ce système au Québec qui fonctionne bien. Donc, oui, faites la vérification. Recommandation hautement, hautement, si vous ne le faites pas déjà, vous devriez le faire. Prise de référence, donc, ça nous amène. Est-ce que je vois dans le chat, OK, tout est bon. Euh, Prise de référence, euh, on en prend malheureusement ou heureusement, mais de moins en moins les organisations donnent des références. Euh, Probablement par justement, il y a eu des situations dans le passé et les organisations donc veulent se décharger de toute responsabilité. Donc, très souvent, même dans beaucoup de boîtes, on va indiquer aux gens qu'on ne donne pas de références et si des références sont données, elles seront données au nom de la personne. Donc, le gestionnaire qui accepte de donner des références, il donne en son nom et non pas au nom de l'organisation parce que justement, on veut se décharger essentiellement de toute responsabilité et on tend de plus en plus vers ça. Néanmoins, ça se fait encore, vous en prenez ou vous en donnez. Donc, hyper important, si vous, je suis convaincu que vous le faites, mais des fois, c'est toujours bon de se le rappeler. Ça vous prend le consentement, évidemment, de l'ex-employé ou l'ex-employé ou du candidat ou candidate qui postule chez vous. Là. Donc, ça prend un consentement et le consentement doit être, c'est hyper important, mutuel. Est-ce que je. Ah, je ne l'ai pas mis. Ouais, je l'ai pas mis. Des fois, je mets un exemple, mais quand je dis consentement mutuel, c'est votre formulaire ou votre formule qui dit genre je sous-signé consent à ce que bon, l'agence XYZ prenne des références. Il faut absolument que ce soit je sous-signé consent à ce que l'agence prenne des références et que celle-ci, donc mes références, donc, donnent des renseignements à mon égard ou des références à mon égard. Pourquoi? C'est que trop souvent, encore en 2024, on va voir que certains formulaires de consentement sont juste, je veux dire, un one-way, unilatéral. C'est j'autorise mon employeur potentiel ou l'agence à prendre des références, mais il n'est aucunement écrit que j'autorise des gens contactés à donner des renseignements à mon égard. Donc, si vous avez un formulaire, vous devez, si vous voulez en prendre, avoir un formulaire et le formulaire devrait s'assurer donc qu'effectivement il est mutuel, c'est-à-dire qu'il vous donne le droit d'en prendre, puis il donne le droit aux gens que vous allez contacter de vous parler. Et quand vous êtes appelé pour donner des références, vous devriez systématiquement demander copie du formulaire de consentement pour s'assurer que, effectivement, donc, la personne a autorisé celui qui vous appelle, mais vous autorisez vous aussi à donner des références, à défaut de quoi vous seriez en violation notamment de la loi sur la protection des renseignements personnels. On n'a pas le droit de donner des renseignements nominatifs sur quelqu'un à moins d'avoir eu un consentement explicite. Donc, hyper important. Et il y a une sensibilité, là, vous l'avez vu dans les dernières années avec le projet de loi, mais qui est devenu aussi une loi, la loi 25, sur la protection des renseignements personnels. Il y a eu une grande réforme au Québec. Il y a nettement une plus grande sensibilité, puis avec raison, évidemment, à raison de toutes les plateformes maintenant. Mais la loi prévoit maintenant des sanctions très importantes. Donc, c'est vraiment primordial là, de bien le faire. Je vous ai mis deux exemples, mais puis des fois, les gens, ça choque, ben pas ça choque, mais je veux dire, ça ébranle tiens, le tout sur les montants impliqués. L'affaire M. Taillefer, Air Transat, et c'est un dossier de 2006, donc quand même, on parle d'il y a 18 ans. Vous allez voir là, les montants impliqués. M. Taillefer est un pilote d'avion qui a déjà été chez Air Transat, qui a quitté, qui par la suite a occupé un poste chez Air Canada. Et vers la fin de sa période de probation chez Air Canada a pris des informations, des références à son égard chez Air Transat et dans la référence, on voit juste, là, vous voyez à l'écran, Taillefer contre Air Transat, c'est la façon que c'est répertorié, mais c'est M. Taillefer contre Air Transat et
le nom du gestionnaire qui a donné les références. Là. Donc, il y a Air Transat, puis son nom m'échappe, là, mais pour les fins de l'exemple, je vais dire Jean-Monsieur Parent, là, mais c'est pas ça. Mais donc, Transat et Parent sont poursuivis parce que M. Parent, pour juste illustrer mon exemple, euh, dit que monsieur, bah, il n'a peut-être pas nécessairement démissionné de chez Air Transat à l'époque, donc laissant sous-entendre une fin d'emploi peut-être houleuse. Il va également souligner que il y a eu des difficultés lors d'entraînement avec le simulateur, laissant encore une fois sous-entendre qu'il n'est peut-être pas un bon pilote. Donc, M. Taillefer va poursuivre Air Transat et, je vais dire M. Parent pour continuer avec mon exemple, en disant, vous m'avez diffamé en tenant des propos inappropriés. Et il va gagner initialement 250 000 devant la Cour supérieure. Le dossier va être porté en appel. La Cour d'appel va diminuer le montant, mais quand même, on est en 2006 et Air Transat et le dirigeant vont être condamnés à verser solidairement la somme de 171 411 plus intérêt. C'est quand même beaucoup de dollars. Et pourquoi? C'est que la Cour va rappeler que, au-delà du fait qu'ils avaient le consentement, quand on donne des références, les références doivent être véridiques. On ne peut pas laisser sous-entendre là, des choses qui portent atteinte, qui portent préjudice. Et que dans le cas présent, c'est vrai que monsieur s'était écrasé avec le simulateur. Cependant, il aurait fallu souligner que le simulateur avait été utilisé pour mettre le pilote dans des conditions totalement extrêmes et que genre 50, 60, 70 des pilotes, de toute façon, se seraient écrasés. Donc, ça change évidemment la perception. Or, on avait juste dit que ouais, il s'était écrasé avec le simulateur, mais sans sous-entendre, donc, il était peut-être pas bon. Même chose pour les raisons inhérentes à la cessation de son emploi. Donc, être très prudent, puis souvent, et peut-être vous posez vous-même la question quand vous prenez des références, mais la question, souvent, je dis qui tue à quelqu'un qui en donne, c'est le reprendriez-vous? Euh, donc, si on dit non, mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Et là, évidemment, s'il a été congédié chez vous, vous dites, ben, il a été congédié, puis il y a une lettre de congédiement au dossier, parfait, c'est un renseignement qui est véridique. Mais si vous dites, je ne le reprendrai pas, il n'était pas bien, bien bon, puis il n'y a rien au dossier, il était peut-être pas bon, mais il n'est jamais intervenu. C'est juste que, bon, il a quitté ou vous l'avez fait quitter, peu importe. Euh, ben, vous vous retrouvez donc à donner des informations erronées, à diffamer en quelque sorte, et votre responsabilité, même personnelle, pourrait être en jeu. Donc, il faut faire preuve, là, évidemment, d'une grande prudence. Dans s'assurer qu'on a le consentement explicite, et deux, si vous donnez des références véridiques. Un autre exemple en matière de référence, l'affaire Bellefeuille-Morissette. Madame Bellefeuille, donc, travaille pour un employeur XYZ. Elle est terminée et elle va, donc, avec une de ses amies, appeler son amie, va se faire passer pour un employeur, ce qui est totalement faux. Dans le fond, c'est un stratagème. Là, Mme Bellefeuille demande genre à sa bonne amie, appelle mon ancien employeur. Oups, pardon. Appelle mon ancien employeur, fais-toi passer pour un employeur potentiel et demande comment il me trouvait. Et on enregistre le tout. Donc, l'amant en question va enregistrer la conversation téléphonique. Et Mme Morissette, une des anciennes directrices, mais qui travaille chez l'ex-employeur, va dire que aussitôt qu'elle est syndiquée, c'est une maudite fauteuse de troubles. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Une chose est claire, c'était un propos tenu de cette façon-là qui était diffamatoire, en tout cas à première vue. Donc, fort de l'enregistrement, il va y avoir une poursuite donc pour 24 000 Initialement, il va y avoir un débat devant le juge de première instance en disant, écoutez, c'est une chasse aux sorcières parce que là, on est rendu qu'on se crée un profil essentiellement pour essayer de piéger une autre personne. Le juge, initialement, avait donné raison. Le tout va être porté à la Cour d'appel. La Cour d'appel va dire, non, on permet l'enregistrement dans une telle situation. Madame, essentiellement, était présente, elle ne parlait pas, mais était essentiellement le prolongement de son ami, là, dans le cas précis. L'enregistrement est donc légitime et peut être utilisé en preuve. La Cour ne tranchera pas sur le montant parce qu'elle retourne le dossier au juge de première instance, puis un règlement est intervenu. Donc, je ne connais pas les modalités du règlement. Force est de conclure, ou en tout cas de croire qu'il y a certainement eu un montant donc, qui a été versé dans le cadre d'un règlement.
et ça illustre bien donc toute l'importance de attention à l'enregistrement. Euh, idéalement, si c'est dans le cadre de prise de référence, demandez copie de l'autorisation par télécopieur ou courriel. Là. Il en reste moins de télécopieurs, sauf à peu près pour le volet étatique, mais dans le privé. Mais bref, obtenez une copie. Et si vous donnez des références, donc assurez-vous de donner des faits objectifs. Et comme je vous dis, là, je mets juste quelques exemples, mais il y en a un autre qui me vient en tête, là, les meubles Morigeau Lépine, je ne sais pas s'ils sont toujours en affaires, là, mais qui étaient une belle réussite québécoise en Estrie. Et même chose, quelqu'un appelle à peu près la même situation, on demande à parler au directeur d'usine, on va avoir des références et l'humain, des fois, aime ça parler. Donc, et dans la décision, il y a le verbatim. Et le directeur va, initialement, on le voit, est très réticent à parler et à un moment donné, va se laisser aller. Là, va dire que l'employé, genre, c'était un bougon du système, puis que c'était un bon débarras, puis que c'était une bonne affaire, etc. Même situation, poursuite pour diffamation. Les montants n'avaient pas été énormes. Je pense que c'était à peu près 10 000 parce que le tribunal souligne qu'il n'y a pas la preuve que ça a été dit à d'autres personnes, donc il y a d'autres employeurs potentiels en ont été informés, ce qui a fait diminuer les sommes, mais quand même, il y avait eu condamnation pour plusieurs milliers de dollars. Donc, faire preuve de prudence en matière de référence, c'est hyper important. Enquête de crédit, je, ça, c'est vraiment le meilleur exemple de, et puis je suis convaincu de certains d'entre vous, vous le faites. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ne pas faire. Je ne suis pas dans une relation d'avis juridique, mais c'est le meilleur exemple de les gens roulent 120 sur l'autoroute alors que la norme est 100. En ce sens qu'une enquête de crédit, d'une part, en principe, ce n'est pas légitime de le faire, surtout en matière de recrutement. Pourquoi? Parce que ça me prend le numéro d'assurance sociale normalement pour bien le faire. Or, le numéro d'assurance sociale est un renseignement totalement nominatif, confidentiel, qui devient nécessaire. Je prends le mot nécessaire parce que c'est le mot utilisé dans la loi sur la protection des renseignements. Et nécessaire est interprété comme étant indispensable. Donc, en quoi il m'est indispensable d'avoir le NAS pour évaluer la candidature de quelqu'un? On peut en faire un débat, mais difficile objectivement de prouver que pardon, pour évaluer un candidat ou une candidate sur un poste XYZ, j'ai besoin absolument du NAS. Je sais qu'en principe, plein de gens le font, ou j'ai entendu dire, mais c'est ça, il faut faire preuve de prudence. D'autant plus que le renseignement obtenu n'est pas toujours d'une fiabilité absolue. Il y a plusieurs imperfections, je vais dire, avec des dossiers de crédit, là, Equifax de ce monde et autres. Et il y a, il y a peu de jugements encore sur le sujet parce qu'évidemment, comme je vous dis, surtout en matière de recrutement, il n'y a pas la commission de la CNSST n'est pas présente, les syndicats ne sont pas présents, donc c'est plus des dossiers à la commission d'accès ou à la commission des droits de la personne, mais les quelques jugements rendus, justement, à un moment donné, c'était dans une boutique de luxe et on demandait à la gérante de vérifier son dossier de crédit. Le tribunal a dit que c'était tout à fait inapproprié. Et c'est pas parce que quelqu'un a un bon dossier de crédit ou un mauvais dossier de crédit qu'elle va voler ou quoi que ce soit. Parce que très souvent, euh, pour avoir donné la présentation là, à quelques reprises avec certains de vos collègues, des fois les gens disent ouais, mais c'est pour un poste de contrôleur. Donc, il faut savoir si on a un bon dossier de crédit. Avec égard, un peu de difficulté à concevoir que, OK, si quelqu'un a une mauvaise cote de crédit, elle va voler. C'est ça qu'on laisse sous-entendre. Donc, vous voyez un peu, on peut en débattre longtemps, mais d'un point de vue là, très, très impartial, très légal, difficile de convaincre que ça prend absolument, un, la NAS, deux, faire l'enquête de crédit sur quelqu'un. Une fois que j'ai dit ça, c'est ça beaucoup de. Je sais qu'il y a des organisations qui le font. Et des fois aussi, on me dit ouais, mais nous, on a un formulaire, puis dans notre formulaire, c'est écrit que la personne consent. Oui, c'est vrai. Et je ne dis pas nécessairement de changer cette pratique. Ça vous donne au moins une conscience morale, mais est-ce vraiment un consentement libre et éclairé? En ce sens que si je ne signe pas le formulaire, ma candidature est rejetée. Donc, je suis forcé de signer un formulaire qui, somme toute, n'est pas légitime et légal. Donc, vous voyez un peu là, le débat se perpétue quand même parce que si on viole pardon, une règle d'ordre public, on ne peut pas y renoncer par le moyen là, d'un formulaire de consentement, par exemple.
Donc, je soulève le point on roule un peu à 120 les enquêtes de crédit alors que la règle est de 100. Test de dépistage et de drogue et d'alcool, ça se fait moins qu'avant. Il fut une époque où il y avait très souvent en matière de recrutement, on faisait faire un test médical, mais aussi un test de dépistage de drogue et d'alcool. Je vous résume un peu, je les ai mis, là, je vais revenir sur les diapos après, mais je vous résume l'état du droit. Il y a eu énormément de débats devant les tribunaux. C'est monté jusqu'à la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises et actuellement, en 2024, je vous dirais que l'état du droit est assez clair sur le sujet au Canada, pas juste au Québec. Là, l'état du droit est très similaire dans toutes les provinces. Euh, je vais parler en emploi, parce qu'en pré-emploi, la question n'est pas réglée au Québec. Donc, on est dans une zone grise. En emploi, vous pouvez donc exiger, je dis bien exiger, parce que demander, on peut bien le demander, mais ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez exiger d'un employé d'obtenir un test de dépistage de drogue et ou d'alcool dans les motifs suivants, dans les situations suivantes. Un, lorsque vous avez des soupçons ou des raisons valables de croire que la personne serait peut-être sous l'influence d'une substance ou d'alcool. Donc, là, à ce moment-là, vous avez effectivement le droit d'exiger de faire un test de dépistage. Euh, Après ça, l'autre situation, c'est si la loi vous y oblige. Par de connaissance, il y a à peu près les pilotes d'avion, les chauffeurs qui vont aux États-Unis. Donc, si vous franchissez la frontière américaine aux États-Unis, il faut garder un logbook sur nos chauffeurs, sur des tests. Donc, en franchissant la frontière, vous acceptez d'être assujetti aux lois américaines, ce qui fait en sorte que quand vous allez revenir chez votre employeur au Québec, il pourrait donc exiger un test. Mais outre ces situations-là, il n'y a à peu près aucune autre loi qui vous permet d'exiger un test. Et la troisième situation, c'est un employé qui a eu un problème, donc problème de consommation, avoué, là, il est allé en cure ou bon, il s'est fait soigner. Lorsqu'il revient, vous allez être en droit donc de le faire tester pendant à peu près une période d'un an, ce que les tribunaux reconnaissent, de façon aléatoire. Donc, vous avez une personne, elle a eu un problème de consommation, elle s'est fait soigner avec succès, elle revient au travail le 1er janvier pour les fins de l'exemple. Ben, au mois de mai, par exemple, vous pourriez à ce moment-là dire que vous exigez un test de dépistage pour s'assurer que la personne est toujours sobre et vous seriez en droit. Ce sont essentiellement les seules situations où vous pouvez exiger un test de dépistage en emploi. Il est, contrairement aux États-Unis, interdit au Canada et au Québec plus particulièrement de faire ce qu'on appelle du random testing, là, des tests de dépistage aléatoires. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des tests de dépistage aléatoires. Puis il n'y a pas, des fois, on entendait, c'est pas mal écarté de l'équation, mais il fait une époque, les gens disaient, ouais, mais si c'est un poste à risque au niveau de la santé et sécurité, je peux. C'est faux. Maintenant, les tribunaux ont tranché. Il n'y a pas de raison de faire des tests de dépistage de drogue. D'alcool, on en fait moins souvent parce qu'habituellement, c'est assez grossi. Je n'ai pas nécessairement besoin de faire un test. Là, je le vois, les gens peuvent en témoigner. Mais pour la drogue, donc, on ne peut pas faire un test de dépistage aléatoire, sauf dans les situations, je vous ai dit, là, qui est essentiellement dans la day-to-day. Ce qui va arriver, c'est plus quand je vais avoir des doutes, des raisons valables de croire que la personne est sous l'influence de. À ce moment-là, je peux effectivement donc exiger un test. Rapidement, parce qu'on pourrait, mon Dieu, on pourrait parler de drogue, alcool pendant une heure facile. Mais si jamais vous allez vers l'exercice d'un test de dépistage, le tout se planifie. Quand je dis planifie, différentes raisons. Un, s'assurer de poser les bonnes questions à l'employé. Quand je dis les bonnes questions, on ne dit pas juste à l'employé, on a des raisons de croire que tu as consommé, on veut un test, c'est non. On a des raisons de croire que vous avez consommé et on a des questions pour vous. Avez-vous consommé, oui ou non? Et s'il dit oui, quand? Et quoi et quelle est la quantité. Pourquoi? Parce que des fois, le test va vous dire qu'effectivement, il est positif, mais je ne suis pas en mesure de démontrer si la personne était sous l'influence au moment du test. Par exemple, une des drogues les plus difficiles en matière de test de dépistage, c'est le cannabis qu'on a légalisé. Mais quelqu'un qui en prend une fois par semaine va tester positif 365 jours par année. Par contre, si vous avez demandé c'est quoi la quantité et quand il l'a consommé, ça va vous permettre souvent de vérifier sa franchise aussi et son honnêteté dans le cadre de l'enquête, qui sont des motifs, bien évidemment, qui pourraient vous permettre d'intervenir. Et aussi, quand je vous dis on pourrait en parler longtemps, des fois ça fait bien rire, mais
que le test est sous surveillance. Donc, idéalement, vous ne le faites pas vous-même. Vous passez par une firme qui s'y connaît, infirmier, infirmière externe qui va se déplacer parce qu'il y a vraiment il faut prendre la personne un peu par surprise, je vais dire, puis il va y avoir des moyens, des précautions à prendre, couper la chasse d'eau, etc. Parce que si la personne effectivement consomme, c'est comme prendre un voleur, là, il va essayer de se sauver, donc il va consommer une quantité d'eau excessive, ce qui risque de faire en sorte que vous allez avoir un faux positif. Donc, vous ne pourrez pas utiliser le test du laboratoire. Si vous dites à la personne qui va se faire tester dans 2 jours, 3 jours, il se vend sur Internet une panoplie de substances à prendre pour 19,99 livré chez vous en quelques heures qui va effectivement rendre le test donc inutile. Il se vend même des faux organes, hommes et femmes, pour donc uriner, mais uriner pas l'urine de la personne, mais l'urine de quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, là, c'est impressionnant à voir. Et anecdote, mais anecdote très véridique, on a, bref, dans un des dossiers, j'étais déjà impliqué, la personne nous avait dit qu'il n'avait pas consommé, il a testé positif, et quand on le rencontre pour lui faire part donc, des résultats, là, il nous a avoué que en plus, ben oui, il aurait testé positif, mais qu'il ne comprenait pas parce que ce n'était pas son urine. Donc, c'était l'urine d'un de ses chums qui avait dit qu'il était clean, mais malheureusement, son ami n'avait pas été honnête avec lui parce qu'il ne l'était pas. Donc, en plus, on n'avait même pas testé, bref, l'urine de la bonne personne. Mais c'est ça, en matière de drogue et particulièrement de drogue, là, il y a vraiment une stratégie, un plan de match à implanter pour aller de l'avant. Je vois, il est 2 heures et demie, mais honnêtement, il doit rester maximum peut-être 20 minutes, une demi-heure. C'est à moins que vous me dites qu'on prend une pause là. Je dirais peut-être qu'on continue, puis vers 15 heures, on va être relevé de vos obligations. À moins de main levée ou de commentaires sur le chat. Donc, je poursuivrai là, sur les autres sujets. Je vais donner 4-5 secondes. Mais... Bon, ben, je poursuis. Tests médicaux. Donc, à savoir, est-ce que je suis toujours là, dans un contexte pré-emploi? Donc, est-ce qu'on est en droit d'exiger un examen médical? La réponse, c'est oui. Évidemment, la condition, c'est que l'examen doit être orienté vers l'emploi. Donc, on ne peut pas, par exemple, pour un journalier, vérifier santé mentale au complet, puis physique au complet. Il faut que l'examen, les questions aussi soient orientées avec l'emploi. Donc, on n'évalue pas juste pour le plaisir l'état de santé global d'une personne, mais on vérifie son état de santé en lien avec les exigences de l'emploi, à défaut de quoi ça devient un geste discriminatoire. Et point hyper important, là, j'ai même mis signe de dollar entre parenthèses, éviter les offres d'emploi conditionnelles à un examen médical. Ça veut dire quoi, pratico-pratique? Il y a certaines boîtes parfois qui vont donc dire à quelqu'un, vous êtes finalement mon candidat ou ma candidate de rêve et je vous embauche conditionnel à l'examen médical. C'est pas que c'est mal de faire ça, c'est juste que si vous prenez une telle approche, vous comprenez que si l'examen médical s'avère difficile, les résultats sont catastrophiques, vous ne pourrez pas invoquer rien d'autre que donc c'est le handicap. Ça veut dire que si vous n'embauchez pas la personne, c'est en raison d'un handicap. Et là, ben, rappelez-vous de ce qu'on a parlé au tout début, vous allez avoir l'obligation de démontrer donc que vous avez tenté de l'accommoder jusqu'à une contrainte excessive. Et il n'y a pas, le tout a même été testé devant les tribunaux par la Commission des droits de la personne qui, elle, disait les employeurs sont obligés de faire des offres d'emploi conditionnelles à un examen médical s'ils veulent vérifier l'état de santé. Et la Commission a perdu, donc je m'en remets aux tribunaux. Donc les tribunaux ont reconnu que non, l'employeur est tout à fait en droit d'exiger un examen médical sans offrir un emploi. Il n'y a pas de telle obligation. Donc, une bonne pratique ou une saine pratique serait de, si vous exigez un examen médical, de le faire, mais pour quelques candidats en même temps. Donc, ça fait partie du processus de recrutement. On vérifie les antécédents, on passe la personne en entrevue, on peut lui faire passer des tests, peu importe, psychométriques ou autres, et un examen médical. Et après, suite à l'ensemble de ces éléments, on fait une évaluation de la candidature. Mais on ne fait pas, genre, je vais dire, le check, 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 puis là, il reste juste le volet médical. Donc, on se garde là,
les miens, pas les miens, mais voyons, toutes les portes ouvertes. Euh, je vous ai mis, je vais juste aller plus, vous l'aurez, mais il y a ce cas ici, ouais. Je trouve que ça illustre très bien. C'est un cas qui date de plus de 20 ans, mais factuellement, ça illustre bien, l'importance de connaître les règles en matière de pré-emploi. Le 2 heures qu'on aurait fait aujourd'hui, s'il vous donne des outils additionnels, ben, tant mieux. Puis ça peut vous permettre d'éviter des fois des erreurs de gestion coûteuses. Donc, dans l'affaire produit de papier de luxe, situation qui peut arriver à tous les jours. Là. Donc, l'entreprise doit combler un poste d'aide générale dans son usine. Ils ont trouvé, selon eux, donc la perle rare, je vais dire. Donc, informe l'employé qu'elle est la candidate retenue sous réserve d'un examen médical. Elle fait un examen médical, examen somme toute assez sommaire. Pour ceux qui ont déjà vu, c'est rare que c'est conviendrait avec moi que c'est très exhaustif. Là, c'est un petit one-pager que le médecin vous envoie en disant c'est beau, je vais prendre le terme anglais, là, mais fit to work, là, apte au travail. Donc, dans le cas présent, le dit formulaire rempli par le médecin indique que la candidate a une légère dégénérescence discale. Elle s'est déjà infligé 2 entorses lombaires. Donc, l'employeur va dire à la personne, je ne vous embauche pas. Plainte à la commission des droits de la personne. La commission se saisit du dossier, le porte devant le tribunal en disant produit papier de luxe, donc l'employeur, vous avez failli à votre obligation d'accommodement. Vous aviez une employée que vous avez discriminée sur la base d'un handicap et vous n'avez pas fait l'exercice d'accommodement. L'exercice d'accommodement aurait été, par exemple, d'embaucher un ergonome, que l'ergonome évalue la capacité de madame en fonction du poste, de proposer des alternatives. Est-ce qu'on aurait pu modifier ses tâches de façon simple et lui permettre donc d'accomplir sa pleine prestation de travail? Évidemment, vous allez me dire, on ne peut pas faire ça, puis ça va coûter une fortune. Oui, mais rappelez-vous, je vous ai dit, l'obligation d'accommodement, ça implique des désagréments. Donc, légalement, il aurait fallu faire un tel exercice. Est-ce que le médecin est venu voir le poste? Est-ce qu'il y avait une description détaillée du poste? Évidemment, toutes ces questions ont été répondues essentiellement par la négative. Et, oups, système gelé. Attendez un peu. C'est revenu. Et donc, le tribunal va condamner l'employeur donc à embaucher la candidate. Donc, il force l'organisation à l'embaucher et à verser, dans le fond, c'est 96 000, mais c'est le salaire perdu. Là. Donc, si je ramène ça en dollars, je vais dire d'aujourd'hui, mettons, les gens font 50 000 par année. Si c'était écoulé 2 ans entre le début et la fin, la personne serait allée chercher 100 000 plus son emploi et plus des dommages moraux, plus évidemment le temps, l'énergie, etc., investi par l'organisation. Donc, c'est un exemple flagrant de, je ne veux pas dire une erreur de gestion, mais qu'une stratégie de gestion qui faisait des offres conditionnelles et qui n'ont pas fait d'exercice d'accommodement et autres, a fait en sorte qu'ils ont dépensé probablement 200 000 dans un dossier de recrutement là, pour une aide générale. Donc, ça illustre bien là, l'importance de l'approche en matière de recrutement et d'examens aussi médicaux. Et juste, dernier point, sur les examens médicaux aussi, c'est la même chose en emploi, je m'explique. Vous pouvez exiger un examen médical en emploi lorsqu'il y a des raisons pour la santé et la sécurité de la personne ou des collègues ou de la population. Donc, la marge de manœuvre est grande. Mais encore une fois, évidemment, il faut gérer là, par la suite la personne s'il y a un handicap avec tout le volet de l'exercice d'accommodement. Fausse déclaration à l'embauche. Est-ce que je vais voir? OK, donc pas de question. Fausse déclaration à l'embauche. Je veux juste donc faire un rappel là-dessus parce que ça a évolué au fil des années. Et je m'explique. Il y a peut-être 20 ans, 15-20 ans, si on trouvait 15 ans ou 20 ans plus tard que quelqu'un avait fait une fausse déclaration, on pouvait littéralement procéder au congédiement. Je me souviens d'avoir lu des décisions où la personne travaille dans une organisation, ça fait 15 ans, et là, pour je ne sais trop quelle raison, mais on trouve que finalement, il a menti sur le fait qu'il y avait un secondaire 5. On le congédie et on dit qu'il y a eu fraude, il y a eu dol, et donc, effectivement, le congédiement est confirmé.
de telles situations ont évolué. Il y a eu un changement de position des tribunaux il y a à peu près une décennie sur le fait de dire non, on ne peut pas faire une équation aussi facile. Maintenant, donc, on va se poser la question, est-ce que les informations sur lesquelles donc on dit qu'il y a fausse déclaration, est-ce que l'employeur était en droit de les obtenir, pardon, au moment de l'embauche, donc au moment du processus d'entrevue? Entrevue, là, ça peut être formulaire ou l'entrevue verbale. Donc, est-ce qu'il était en droit de poser ces questions-là? Et s'il avait eu la vérité à ce moment, est-ce qu'il aurait été en droit, effectivement, d'écarter la candidature? On veut éviter de dire, OK, il y a une fausse déclaration, mais il y a une fausse déclaration sur un motif que vous n'auriez pas eu le droit d'avoir, ou que si vous aviez eu, vous auriez de toute façon dû faire un exercice d'accommodement, par exemple, donc vous n'auriez peut-être pas écarté la candidature. Donc, maintenant, en matière de fausse déclaration, il ne faut pas faire l'équation fausse déclaration, congédiement. Il faut plutôt faire, il y a, OK, fausse déclaration. On va vérifier, voir si ça justifie une résiliation du contrat d'emploi. Et on va se demander, est-ce que les informations, on était en droit de les avoir? Et si nous les avions eues, quelles auraient été la conséquence? Je vous donne un exemple. En 2011, donc ça fait maintenant 13 ans, ça a été vraiment à peu près le tournant sur cette position qui depuis est suivie. C'était la STM, où on avait une chauffeuse d'autobus qui était là depuis quelques années. Elle quitte en congé de maladie pour une cause de dépression majeure. Et dans le cadre de la gestion de l'invalidité, donc, on fait expertiser madame. Et il va ressortir de l'expertise de notre médecin, parce que là, on consulte donc son dossier médical, qu'elle est on and off en matière de dépression, de problème de santé mentale depuis 2000. Pourtant, dans le cadre de son questionnaire pré-embauche, dans lequel on était tout à fait légitime de poser des questions en lien avec la santé mentale, parce qu'une chauffeuse d'autobus, véhicule lourd, population en général, la santé et sécurité des gens, on est en droit de poser ces questions, bien évidemment. Donc, elle avait dit que tout allait bien, puis qu'il n'y avait pas eu de problème là, en lien avec la santé mentale. Alors, il s'avère qu'il y en avait depuis 2000 on and off pour reprendre le dossier. Donc, fausse déclaration. Et là, ça enclenche le principe de, comme je le disais, est-ce qu'on était en droit d'avoir ces informations? La réponse est oui. On était tout à fait en droit d'avoir ces réponses et de poser ces questions. Et si on avait eu la vérité, est-ce qu'on aurait été en droit d'écarter sa candidature? Et le tribunal va confirmer que oui, parce qu'effectivement, il est tout à fait, légitime, comme je vous disais. Là, le tribunal va dire justement le premier point, là, les questions posées étaient utiles afin de vérifier l'état de santé, puis ça se justifiait. L'article 20, rappelez-vous, c'est l'exigence professionnelle justifiée. Les omissions n'étaient pas involontaires. C'est pas vrai qu'on ne se souvient pas qu'on n'était pas on and off pour des consultations au niveau de la santé mentale. Et ça constitue une faute importante, d'autant plus justement que si l'employeur avait eu ces renseignements, peut-être, il aurait fait l'exercice d'accommodement, mais il aurait peut-être pu écarter même la candidature de la personne en raison de ses obligations au niveau, entre autres, de la législation en matière de transport et de véhicules lourds. Par conséquent, donc, il y a eu fausse déclaration et le congédiement a été confirmé. Donc, si jamais vous trouvez, puis ça peut être de toutes sortes, là, diplomation ou peu importe, des fausses déclarations, fort probablement que ça va amener une résiliation du contrat et donc un congédiement. Mais comme je dis, là, il y a des fois quand même que ça va être plus subtil. Il faut faire l'exercice interne à dire, donc, est-ce qu'on est en droit de poser ces questions, oui ou non? Et si oui, quelles auraient été les conséquences si on avait eu la vérité? Donc, c'est vraiment la démarche à faire pour agir là, dans une telle situation, savoir si la fausse déclaration entraîne la résiliation du contrat d'emploi. Et je pense, ouais, ça clôt un peu le tout, juste pour un peu, c'est ça, ouais, conclure sur le tout. Là. Donc, évidemment, afin d'éviter d'engager la responsabilité de votre organisation et de vous-même comme recruteur, assurez-vous, là, comme on en a parlé, évidemment, respecter la Charte des droits. Donc, quand votre question, rappelez-vous que ça se peut que vous soyez enregistré et d'éviter là, des questions trop
je veux dire, d'ordre général, pour détendre l'atmosphère, ça risque d'être dangereux. Euh, Évidemment, pour pertinence des renseignements recueillis au stade du recrutement, il faut toujours s'assurer que tout est légitime en matière de consentement, là, comme on a vu, hyper important. Très rapidement, c'est ça, les conséquences, c'est ça, je cherche le mot, désolé. Les conséquences, au-delà des exemples que je vous ai donnés et autres, mais bref, en matière de recrutement, donc toute personne là, qui se sentirait lésée peut faire une plainte gratuitement à la Commission des droits de la personne qui se saisit du dossier, fait une enquête, va vous demander votre version écrite des faits, puis par la suite va déterminer si elle se saisit du dossier pour l'emmener devant le tribunal ou pas. Commission d'accès à l'information, qui est la CNESST, là, mais c'est la division commission d'accès. Recours civil, on le voit plus rarement, évidemment, en raison des délais, des frais, etc. Et les ordres professionnels, je vous ai mis même, c'est ça la référence d'emblée, d'entrée de jeu, je vous disais que 2021, donc une directrice d'une organisation dans laquelle bon, les formulaires de recrutement étaient inappropriés. Il y avait eu une plainte à son ordre professionnel qui était à l'ordre des CRHA et elle a eu donc une amende de 2500 réprimande, ordonnance de ne pas participer à un processus de sélection pour 6 mois, ça, je veux dire, exactement, et un engagement de suivre des formations. Donc, on voit le sérieux de la chose. Là, j'imagine dans une agence, si vous êtes au niveau du recrutement, ce serait difficile que vous soyez à l'écart du jeu pour 6 mois. Questions, commentaires ou autre, je vais juste sortir là, ça va être plus facile. Ou s'il n'y a pas de questions, si tout est très, très clair, donc on se revoit, il y a pas, je vais juste voir sur le chat, donc il n'y a pas Oui, de... allô? Oui, oui, oui. Bonjour. J'aurais une petite question un peu particulière dans le cadre des agences de placement tout particulièrement, qui peut s'appliquer là à différentes choses qui ont été balayées aujourd'hui. Oui, Dans le fond, j'aimerais vous décrire une situation qui nous est arrivée, voir un peu quels auraient pu être les engagements légaux des différents acteurs dans ce cas-là. oui, Il nous est arrivé donc dans le cadre d'un recrutement pour un client, donc qui était un recrutement temporaire, donc à visée oui. d'embauche via l'agence, donc Mhm, notre société en tant qu'employeur comme finalité au départ. oui, Mais dans le processus de recrutement, il y avait néanmoins une session de rencontre prévue chez le client. mhm, Et lors de cette rencontre, il y a eu certains commentaires ou questions qui auraient pu être interprétés, mettons, comme discriminants. oui, Cette information-là, le candidat nous en a fait part à l'agence. Finalement, il n'a pas été retenu, alors pas du tout sur la base de cela, mais disons que ça nous a fait un petit peu peur quand même mhm, de ce retour-là. Et j'aurais voulu savoir dans... Alors, ça ne s'est pas produit, il n'a pas porté plainte, oui. mais s'il avait voulu porter plainte, euh, contre qui il aurait pu porter plainte? Contre l'agence? Contre notre client? J'imagine peut-être contre la personne qui l'avait reçu, qui avait fait la remarque dénominativement. Mhm, Et quels auraient été voilà, ouais. les enjeux dans ce cas-là? Ouais, son meilleur chemin, si je peux dire, là, aurait été le suivant. Il aurait pu donc loger une plainte à la Commission des droits de la personne, Mhm, alléguant donc qu'il avait été victime de discrimination dans le cadre d'un processus d'entrevue. La commission aurait fait donc enquête et fort probablement, connaissant la commission, ils auraient donc intenté action contre l'agence, mhm, contre l'entreprise cliente mhm. et contre le ou la ou les gestionnaires qui ont tenu les propos. Parce que les commissions, avec raison, là, je ferais pareil, je pense qu'on ferait tous pareil si nous étions eux, veulent éviter de se fermer une porte à quelque part. Ils savent que potentiellement, donc, tout ce beau monde a été responsable ou en tout cas un partage de responsabilité. Donc, l'action aurait été prise, c'est ça, contre l'agence, l'entreprise cliente et le ou les gestionnaires là, qui ont tenu les questions. OK. Et est-ce que par extension, dans un cas fictif, ça pourrait arriver aussi si on avait, par exemple, un refus du client de faire un accommodement sur euh, un handicap ou quelque chose comme ça? Oui, la question est très, très bonne, effectivement. Euh,
tout à fait. Même chose. Là, il y aurait effectivement un débat sur la responsabilité. Il faudrait voir un peu c'était quoi le mandat et autres. Et parfois, on l'a vu dans les dernières années, les agences vont réussir par contre à dire, donc l'entreprise cliente nous a informé qu'elle ne voulait plus monsieur ou madame XYZ. Cela dit, nous, l'agence qui était l'employeur, nous faisons l'exercice d'accommodement et d'ailleurs, on garde monsieur ou madame sur notre liste de candidats, puis on va tenter de Mhm. le réassigner ailleurs. Et si c'est vraiment fait de bonne foi, la réassignation, là, parce qu'il y a un cas qui me vient en tête, je pense l'année passée, qui s'est rendu devant les tribunaux, puis l'agence a été condamnée parce que on a fait cette démarche, puis on a dit à la personne, bon, on va vous réassigner, mais ce fut silence radio pendant 6 mois. OK. Alors que l'enquête a démontré que, ben non, l'agence, elle a assigné des gens pendant 6 mois. Là. Elle en a assigné peut-être, dans le cadre de l'enquête, je lance un chiffre type, mais 180. Mhm. Donc, la commission a dit, écoutez, c'est bien beau votre défense, mais c'est comme une demi-vérité. Vous ne vouliez pas la réassigner. Donc, vous avez mal agi, puis là, il y avait eu une condamnation. Mais si le tout était pris sous votre responsabilité en disant, nous sommes l'employeur, donc nous allons faire l'exercice, notre client nous informe qu'il ne veut plus de cette personne, mais nous, on maintient le lien d'emploi, puis on va la réassigner, vous seriez correct, là. Fort OK. probablement que vous allez être correct. Ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est ça. Il faut continuer de la garder active, puis d'essayer de lui proposer d'autres emplois chez d'autres clients, tout simplement pour Exa- prouver notre bonne exactement. foi. Ouais, OK. et le faire de bonne foi, c'est ça. Ne pas la mettre sur, je vais dire, la voie d'évitement pendant, pendant plusieurs mois. OK, bah excellent. Merci beaucoup. Plaisir. Autre question. Écoutez, si c'est je vais me féliciter de la clarté. Donc, on se revoit demain à même heure, je veux dire même heure, même poste, là, pour beaucoup plus, c'est ça, le volet en emploi sur plus le volet statutaire là, qui s'applique pendant la relation employeur-employé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci. Merci beaucoup. Et à demain. Merci. Merci, Maître Perrault. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Juste une question. Donc, c'est fini. On revient demain? Exactement, oui, tout à fait. Exactement. On se revoit demain, même heure, même poste, sur l'autre module pour le volet le plus statutaire. OK, parfait. Merci beaucoup. À demain. Merci, à demain.